Alors bonjour. Donc Vincent, vous êtes vous-même chasseur Oui. et vous pratiquez quelle chasse? La chasse au grand gibier et au petit gibier, les chasses de régulation et de destruction aussi pour certains animaux, un peu de tout en fait. Donc moi ce que je voudrais savoir un petit peu, c'est on a on a plusieurs clichés anti-chasse et vous m'aviez dit que vous vous y connaissiez bien en chasse parce que vous la pratiquez aussi sur le territoire français si j'ai bien compris. Oui. Et j'aurais voulu justement, c'est intéressant d'avoir un point de vue positif et de voir si vous dénoncez ou ne dénoncez pas Oui. ce que nous, en tant qu'association ou en tant que protection des animaux, nous dénonçons. Mais donc la chose est claire, je ne suis pas spécialement pro-chasse. Parce que, je suis pas pro toutes les chasses, on va dire plutôt ça comme ça. Voilà. Oui. Mais je peux comprendre que ça peut être utile. Euh, Maintenant, ça m'intéresserait de savoir un petit peu ce que vous auriez à répondre et si vous condamnez ce que nous estimons être des dérives de la chasse ou pas. Mais premièrement, donc, vous pratiquez la chasse au grand gibier sur des terrains privés, sur des domaines de chasse. Comment ça se passe un petit peu? Ça expliquez-nous un petit peu. Disons que c'est à peu près la même chose, Belgique et France, donc c'est un président de chasse qui va soit avoir les terres, pardon, les hectares de forêt, les hectares de champs, et encore en louer à des particuliers ou même à des communes. Donc Mhm. ce président loue les chasses et ensuite il va sous-louer à des chasseurs qui vont venir tirer. Souvent c'est une vingtaine de tireurs qu'il y aura, donc en général c'est la moyenne, parfois plus, parfois moins, ça dépend de la taille du territoire. Et à ce moment-là, c'est suivant comme bon lui semble. Il peut faire des chasses à l'affût qui parfois ne fonctionnent pas très bien et qui sont plus éthiques parce que les animaux n'ont aucun stress, ne sont pas chassés par des chiens, débusqués par des chiens. Ça veut dire, excusez-moi, hein, j'essaie Ça de c'est vulgariser. La chasse à l'affût, c'est un petit peu oui. observer la nature, on voit un animal, on le prélève. C'est ça? Si on peut, parce qu'on peut pas toujours prélever tout. C'est un peu plus sélectif quand on fait Oui, de oui, je l'affût. Par suppose qu'il y a exemple, des animaux protégés, vous n'avez pas le droit de tirer le renard et des choses comme ça, mais si l'animal rentre dans les critères, vous tirez. Mais vous ne le faites pas pour chasser, vous ne le faites, c'est vraiment du ciblage et je vais dire c'est plus prélever. ciblé, oui. C'est ça. Ok. C'est plus ciblé, oui. Si on veut faire un mâle, par exemple, on fera un mâle. Si on veut faire une femelle, on fera une femelle. Si on veut faire un jeune, on fera un jeune. Et comment vous C'est plus fixez ces ciblé. critères de sélection à la base? Ça dépend des territoires et des gibiers. Par exemple, pour le chevreuil, il n'y a pas vraiment de critères. Mhm. Là, c'est un peu au bon vouloir. Normalement, dans l'éthique de chasse, on dit que l'idéal, sur un territoire, il faut à peu près compter. Donc les chasseurs vont, hors saison de chasse, compter pendant le rut, le nombre de mâles, le nombre de femelles, estimer le nombre de naissances. Et après, l'idéal, c'est de tirer un tiers des mâles, un tiers des femelles, un tiers des jeunes pour avoir une bonne génétique, pour être régulier dans enfin, en fait, il ne faut pas qu'il y ait des vieux animaux qui vont mourir de maladies, qui vont avoir des maladies, qui vont transmettre des maladies, qui vont transmettre de la consanguinité aussi. Enfin voilà. Et eux seraient abattus quand vous dites il ne faut pas, ou alors c'est il ne faut pas les abattre? Un tiers, un tiers, un tiers. C'est ce qu'on fait en général. C'est un tiers des mâles, un tiers des Et mais quand femelles, vous me un tiers parlez des des jeunes. vieux Et c'est pour vraiment. et des faibles, c'est pour dire qu'il faut les laisser tranquilles ou qu'il faut mieux les abattre pour préserver la génétique des prochaines lignées? Ça aide à la génétique, ça aide à ce que eux aient plus à manger dans la nature aussi. Mais Ça, donc c'est de des les choses qui abattre. sont très vite. Oui, oui, de les D'accord. abattre. Par exemple, moi je connais un très bon petit territoire de chasse au chevreuil. Il n'y a pas d'autres animaux. Là, il fait un tiers, un tiers, un tiers depuis maintenant 10 ans. Mhm. Les chevreuils sont plus gros de 10 kilos, ils mangent très bien, ils font beaucoup moins de dégâts au niveau forestier parce qu'ils Mhm. abîment les plants forestiers. Oui. Donc
donc c'est une perte économique et les dégâts sont payés par les chasseurs. Mhm. Donc voilà, c'est une preuve que le système fonctionne bien. Maintenant, c'est pas, l'affût n'est pas idéal pour tous les territoires. C'est, enfin, les biotopes, je veux dire par là. Les D'accord. biotopes, l'affût, Ah, là, je vous ai perdu. c'est presque. Oui, Ah, vous m'êtes allô? revenu. Oui, moi je vous entends bien. Ok, non, ça va, là, vous êtes revenu. Ok, oui, je vous entends de nouveau. D'accord. Ouais. Donc, euh, alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir aussi, donc, vous avez 3 chiens, ou plus, mais je Oui, les ai pas vus. j'en ai 5. Vous en avez 5. Oui, mais j'ai D'accord. eu des jeunes depuis la photo que vous avez vue. D'accord. Donc, ils vivent en chenil et ont accès à la maison. Ils vivent en maison. Ils vivent uniquement en chenil. Comment ça se passe avec eux? À la maison. Alors Ils il vivent. faut savoir, c'est un truc, donc comme vous l'avez très bien dit, il y a toujours la bête noire qu'on va mettre en avant pour critiquer le monde de la chasse enfin, ceux qui sont contre, ils vont montrer la bête noire parce que comme ça va être plus facile peut-être à interdire ou restreindre Ou ou peut-être, s'opposer. peut-être nous on montre ça Euh, aussi. Nous on le montre dans le but de faire que ce type de pratique-là s'arrête. Nous on n'a jamais rien eu contre les gens comme vous qui avaient des chiens de chasse à la maison, hein. Nous quand on dénonce ça, c'est pour ces oui, oui, chiens-là qu'on le dénonce. oui, oui, bien sûr. Mais bon, souvent, après, on va plus taper sur Oui, les ça n'aide pas chasseurs à votre que sur réputation la personne. en Oui, global. c'est ça, oui. Oui, mais ça c'est un petit peu Oui, malheureusement, c'est de la faute de l'opinion. C'est un peu quand on montre un islamiste radical, les gens font des raccourcis, mais bon, il faut quand même dénoncer l'islamisme exactement. radical. C'est un peu la même chose. Malheureusement, c'est les raccourcis Oui. Du que coup, font les gens. oui, c'est vraiment ça. Du coup, si vous le prenez par rapport à l'islamisme, ben, vous allez avoir les terroristes. Et on va dire que tous les musulmans sont des terroristes. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que moi j'essaie d'avoir justement des chasseurs au profil sympathique. Mais quelques vétérinaires m'expliquaient quand même qu'il y avait quand même 2 problèmes qui faisaient que la chasse avait mauvaise réputation. 3 problèmes majeurs. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Premièrement, on va dire que les vieux chasseurs, et je vais pas dire leur majorité parce que ça sera aussi généralisé, c'est faux, mais on va dire que les problèmes viennent majoritairement des vieux chasseurs, pour dire ça comme ça, qui ont une pratique de la chasse un petit peu archaïque et qui n'ont pas encore de considération, par exemple, pour leurs propres animaux, etc. Second problème évoqué par les vétérinaires, c'est la présence assez importante, et ça à vous de me dire si vous l'avez déjà vu ou pas, de l'alcool. Beaucoup nous ont fait comprendre que s'il y avait plus de chasseurs sobres, il y aurait moins d'accidents de chasse. Et troisième problème, ce sont les grands propriétaires terriens belges qui, eux, pratiquent des choses illégales sur leur terrain, comme par exemple l'élevage de sangliers, l'élevage de cervidés. Euh, et ça, ce sont les pratiques que aussi nous dénonçons. Parce qu'en fait, le problème, c'est que l'opinion parfois se sent un petit peu prise pour une idiote, étant donné que on peut comprendre que la chasse régule les populations, ce qui devient paradoxal quand on sait, et ce ne sont pas des rumeurs, malheureusement, ça se fait, et vous n'y participez probablement pas, mais que ces gibiers que les chasseurs, en tout cas que ces chasseurs prétendent réguler, ils les élèvent pour les chasser. Et d'ailleurs, c'est dans ces cas-là qu'il y a beaucoup d'incidents envers les chiens, étant donné que ces sangliers sont habitués à l'homme et aux chiens, vu qu'ils ont été élevés par eux, n'en ont pas peur, et donc chargent. Est-ce que vous avez écho de ça? Est-ce que ça vous semble purement fantaisiste? Ou... Bon, je vais commencer par le premier point. Du coup, vous parliez de l'alcool. L'alcool, elle est présente, mais généralement en fin de chasse. Donc, c'est pas vraiment pendant la chasse qu'on va commencer à boire et tout ça. Mais bon, vous rassemblez 50 personnes Mhm. autour d'un repas au soir, ils vont passer une bonne journée. C'est un peu comme la troisième mi-temps d'un match de foot. Ah mais l'alcool après n'est pas un Un petit problème point en vert. soi, hein. L'alcool pose problème si les gens prennent une arme juste après. Après, si c'est en soirée comme une Oui, troisième mi-temps, c'est pas un problème de boire un peu. mais c'est ce que je suis en train de dire justement. Enfin, moi, j'ai jamais eu d'accident dû à l'alcool en 10 ans de chasse. D'accord. Par contre, voilà, on fait la fête après. Il y en a qui ont eu un petit accident de voiture
en rentrant, ça s'est déjà arrivé quelques fois, mais c'est comme Mais ça, c'est dans tous ceux les qui milieux, font, hein. Ça, qui font c'est la fête. comme au Nouvel Ouais, An, etc. Oui, non, non. Non, parce que non, justement, là, on comptait l'histoire d'un chasseur éméché qui avait, sans faire exprès, tiré sur son chien, etc. Donc, et dont le chien avait, il aurait souhaité amputer son chien et le confier à une famille, mais le chasseur a préféré euthanasier le chien parce qu'il lui a dit si mon chien ne peut plus chasser, il ne mérite plus de vivre. Voilà, ça c'est le cas concret. ça c'est le mauvais exemple. Oui, Typiquement, mais oui, mais chasseur. c'est parce qu'il y en a. Donc moi j'essaye de rester objectif. Donc il y a les bons et là je suis au téléphone avec l'un d'entre eux et il y a les mauvais et ils existent aussi. Ouais, Et eux il faut plutôt ouais, et je pense que ça, je pense que c'est bon pour vous aussi. Donc je pense que vous êtes d'accord que ces comportements-là, il faut les dénoncer. ouais, ouais. Bah nous, dans les chasses où on est, s'il y a des gens qui prennent pas soin de leur chien et tout ça, Mhm. déjà on leur fait la remarque directement, et s'ils changent pas, que ce soit au niveau des vaccins ou le chien qui est trop maigre, un peu malade, des choses comme ça, ben, on le fait plus venir sur la chasse parce qu'on lui dit voilà, c'est une éthique qu'on ne veut pas chez nous, donc D'accord. on le vire tout simplement. Et C'est enfin, le problème, important. c'est qu'il trouvera toujours un moyen d'aller chasser ailleurs. Oui, C'est bien ça le sûr. problème. Mais ce qui est important, c'est quand même de savoir qu'il existe une éthique et que certains. Mais je suppose. En fait, la question est de savoir le pourcentage. Moi, j'ose espérer que c'est la majorité des chasseurs qui respectent l'éthique quand même. Mais non, c'est ça la question. Par exemple, le vétérinaire me disait aussi, on a souvent des chiens qui ont de graves troubles alimentaires parce que c'est des chiens justement qui ne sont pas traités comme les vôtres, qui sont des chiens de chenil essentiellement, et qui les jours de chasse sont littéralement affamés. Et donc ça aussi, évidemment, je suppose que c'est contre l'éthique de la chasse. Ben, c'est un peu un non-sens parce que normalement, un chien de chasse, c'est quand même des chiens qui sont considérés comme des athlètes parce qu'ils vont faire parfois 100 Mhm. km sur une journée pour courir après certains animaux, plus utiliser leur nez, réfléchir, ne pas se faire tuer par un autre animal parce que les animaux se défendent, autant un chevreuil, un renard, Les blaireaux, les aussi, ils sangliers, vont tout essayer ça. de tuer son Mhm. chien. Mhm. Ouais, ils vont essayer de tuer les chiens, donc il faut faire attention. Donc si un chien est en mauvaise santé, est malade, est mal nourri, il a beaucoup plus de chances de se faire blesser. Et donc vous pensez que ça ne se Donc, pratique pas et que c'était une fausse information que nous avons reçue? bah, disons que je pense que ça dépend peut-être des gens et des régions, mais des blessures causées par des sangliers, ça arrive très très souvent. Encore cette semaine, j'étais lundi à la chasse, il y a eu 3 chiens qui ont été ouverts, on les a emmenés directement au vétérinaire, ils ont été recousus, soignés, bichonnés, et ils n'ont pas chassé pendant 2 semaines. Donc voilà. Et D'accord. ça va être respecté. Mhm, bien Vous sûr. parliez d'un chasseur qui avait amputé un de ses chiens, j'ai un ami hors saison de chasse, son chien s'est fait écraser par une voiture. Mhm. Le chien est resté une semaine en clinique parce qu'il était dans le coma. Il s'est réveillé, il fallait l'amputer. Ben, il l'a amputé, il l'a gardé et puis voilà. Alors, c'est intéressant maintenant qu'on est sur le registre des chiens, hein. Par exemple, là, vous me donnez votre Oui, avis, et ça, c'est votre avis, et donc les avis, voilà. Par exemple, euh, est-ce que vous, si un de vos chiens devait être, par exemple, amputé, est-ce que vous le garderiez quand même, ou est-ce que vous diriez au vétérinaire qu'il vaut mieux l'endormir parce qu'il ne pourrait plus chasser? non, je le garderai. Je le D'accord. garderai. Moi, je tiens beaucoup à mes chiens. Ce Peut-être sont plus que vos d'autres, animaux de ça, compagnie avant parce tout. que, oui, là, ils sont dans le canapé. On a chassé hier, ils dorment dans le canapé. Ils sont D'accord. affectueux avec les enfants et tout ça. J'ai pas d'enfants, mais j'ai des petits cousins. J'ai été animateur scout. Ils jouaient avec les scouts quand j'étais cuistot et tout ça. Donc, voilà. Moi, il y a une question Donc, moi, je le garderai. il y a une question qui, moi, me turlupine. Mais ça, c'est une question. Si la chasse est bien organisée, dans la majorité des cas, vu que la chasse à court n'existe pas, enfin n'existe pas ici, Oui, le chien est éduqué de telle manière à aider à rabattre, vous me dites si je me trompe, hein, ou oui, à débusquer, mais oui, que oui. dès que vous voyez que le chien a un risque de se mettre en danger, le chien est rappelé pour qu'il ne soit pas mis en danger, en général. Alors ma question, Disons qu'on sait. Oui, parce que continuez. ma question est la suivante. Moi, ce qui m'interroge, c'est vous tenez à vos chiens, et je n'en doute pas du tout.
D'accord? Donc je ne suis pas en train de vous faire une question rhétorique à 2 francs pour vous piéger, mais c'est parce que moi, ça m'interroge vraiment. Ça ne vous gêne pas de savoir que vous mettez délibérément vos chiens en danger lors de parties de chasse? C'est une question. Ou est-ce que vous vous dites, il y a tellement de sécurité que c'est quasiment impossible, et donc je veille au grain, ça ne peut quasiment pas arriver, les accidents ça arrive, etc. Mais vous êtes conscient qu'il y a quand même un risque, vous le dites vous-même, ils poursuivent des animaux sauvages, donc il y a quand même un petit risque que cela se produise. C'est pas quelque chose qui vous travaille au quotidien? Bah, durant les journées de chasse, oui, quand on sait que c'est un gros sanglier, par exemple, c'est souvent les plus dangereux, ben oui, on est tous un peu stressés. On fait un maximum pour que ce sanglier court plutôt qu'il ne se batte, parce que soit il court, soit il se bat. Et c'est quand il se bat que Quel des accident? blessés au niveau des chiens, des blessés ou des morts, oui, dans les chiens. Mhm. Moi, c'est déjà arrivé, voilà. J'ai un des chiens qui a été éventré, qui est aussi resté une semaine en clinique vétérinaire. On a dû lui retirer une partie des intestins et tout ça. Maintenant, il est toujours vivant, il va toujours très bien. Mais lui, il ne chasse plus. Il est dans le canapé, tout se passe bien. Mais oui, c'est toujours un risque. Et qu'est-ce qui fait que... parce que nous sommes, j'ai l'impression, vous et moi je suis éthologue canin, mais donc je suis pas chasseur, mais moi j'ai l'impression qu'on partage l'amour des chiens. Et moi, à titre personnel, comme vous, j'ai l'impression, je considère que mon chien fait un peu partie de ma famille. Je n'aurais pas, en fait, on va dire ça comme ça, j'aurais pas le courage de faire ça avec eux parce que j'aurais trop peur pour eux. Et qu'est-ce qui fait que vous, cette peur que vous avez aussi pour eux, parce que vous vous en souciez, ne vous empêche pas de les mettre quand même en danger? Disons que c'est quand même l'instinct aussi du chien. Le chien, il est très heureux d'aller à la chasse, de partir. Parfois, je vais sans les chiens et il voit que je prépare des affaires de chasse, parfois même les affaires de travail qui y ressemblent. Mhm. Il est tout fou parce qu'il pense, enfin, j'en ai plusieurs, tout fou parce qu'ils pensent qu'ils vont chasser. Et non, après, ils sont tristes parce qu'ils restent à la maison. Ils sont hyper heureux de courir après les animaux et tout ça. Oui, c'est des chiens qui ont une Voilà, moi, j'ai sélection la chance d'avoir des génétique chiens. pour chasser, bien sûr, ça je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant, par exemple, il existe les chasses Oui. qui chassent pour le plaisir de la chasse, mais qui ne tirent pas. Parce qu'apparemment, vous devez payer pour tirer. Oui, vous devez payer pour tirer, et quand on va avec les chiens, on est payé pour aller avec les chiens. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi parfois vicieux, parce que du coup, les chiens, on est aussi payé pour avoir les chiens. Il y en Mhm. a qui s'occupent moins bien des chiens pour être un peu plus payés. Ça, c'est le côté vicieux à ce niveau-là dans la chasse. D'accord. Euh, Mais donc, cette Moi, chasse qui je tire très existe... peu, mais je monte. Excusez-moi, je vous ai interrompu, excusez-moi, je vous en prie. Oui, oui. Donc je disais que moi, mon plaisir, c'est pas particulièrement de tirer. Parce D'accord. que bon, c'est une question de patience, d'observation. Il faut souvent, enfin, quand c'est les battus avec chien, il faut attendre que les animaux passent, l'identifier et tirer, et pas se tromper, sinon on est encore mis à l'amende. Tandis que moi, quand je suis avec les chiens, ben, je marche avec mes chiens dans le bois toute la journée. J'ai ce petit plaisir-là de voir mes chiens travailler, de faire un très bon travail, et d'être content en fin de journée s'ils ont bien travaillé, et de savoir qu'ils n'ont pas été blessés ou autre. Bien sûr. Mais donc, il y a aussi des chasseurs qui ne tirent pas. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, Si je suis avec les chiens, je ne tire pas de la journée. alors vous, quand vous êtes avec vos chiens, donc, mais et alors moi la question que je vous pose alors, mais c'est du haut de mon ignorance alors, hein, parce que ça je vais être honnête. Donc quand vous êtes avec votre chien, vous ne tirez pas. Comment vos chiens se retrouvent-ils blessés alors? C'est qu'ils n'ont pas de rappel, qu'ils n'ont, qu'est-ce qui se passe? Parce que s'ils sont blessés, c'est qu'ils se confrontent à l'animal. Donc en fait, vous ne tirez pas, Oui, mais ça les c'est. chiens les poursuivent et parfois le sanglier, vous n'avez pas le temps de les rappeler et le sanglier charge. Oui, c'est à peu près ça, oui. C'est résumé comme ça. En fait, donc on, les tireurs encerclent une partie de bois qui sont Mhm, tout autour. Ils peuvent pas tirer dans l'intérieur du bois, ils peuvent tirer que vers les extérieurs du bois. mhm. Et nous, on marche à l'intérieur avec les chiens pour faire bouger les animaux. D'accord, donc vous rabattez et en fait votre but à vous c'est de faire sortir les animaux des bois pour que les tireurs les tirent, mais vous ne les tirez pas, vous devez juste les rabattre. Et ça se passe mal quand l'animal, au lieu de s'enfuir, attaque.
Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, comment là, vous la battez alors? Parce que sinon, un sanglier contre vous, vous n'avez aucune chance. Donc là, vous Disons abattez le que sanglier. soit on rappelle les chiens et puis il finit par partir. Parfois on abandonne aussi parce que ça sert à rien d'avoir plus de chiens de blessés ou parfois même une personne de blessée Mhm. pour avoir un animal en plus. Donc ça, on prend quand même pas le risque. D'accord. Quand il y a un très gros sanglier qui peut être très méchant, ce qu'on fait parfois aussi, au lieu de le faire en battu avec des chiens, on essaye de l'attirer avec du maïs et de le faire en affût, comme j'expliquais, une personne seule avec une carabine sur un mirador, par exemple, pour Mhm. tuer ce sanglier qui est agressif. D'accord. Alors, maintenant, on va en venir, si vous voulez bien, à... Merci déjà de votre réponse à ce sujet-là, parce que ça rassure pas mal, en tout cas moi, de savoir que les chiens sont pris en considération. Parce que ça, je vous ai pas posé la question, parce que tout le monde me l'a confirmé, et vu la manière dont vous m'en parlez, je suppose que les vôtres également. Vos chiens sont protégés, ils ont un gilet, ils ont tout ce qu'il faut pour limiter un maximum la casse, je suppose. J'ai pas les gilets en fait parce que le gilet parfois blesse le chien et j'ai pas de chance. Les gilets blessent mes chiens, ils ont des cloches en fait assez sales, D'accord. donc je peux pas leur mettre le gilet. Et vos gilets, vos Donc je gilets. prends plus le risque. D'accord, mais vos chiens Pardon? sont sous enfin, la sorte d'assurance du garde-chasse ou les frais sont à votre charge quand il y a un blessé? En fait, c'est un petit accord qu'il y a au niveau du président de la chasse et tout ça. Mhm, Comme nous, on travaille pour eux, en fait, avec les chiens. Quand on marche avec les chiens, c'est un travail. Enfin, on est payé à la journée à aller avec les chiens. Donc, c'est mhm. un travail. On prend les risques et tout ça. Et c'est eux qui prennent les frais d'assurance si jamais on a un chien de blessé. D'accord. Donc vous assurez vos chiens pour les soigner. S'il y a un Oui. souci, le moins de souci, vos chiens sont soignés quoi qu'il en Ouais. coûte, quoi. Donc ça, c'est important. Ouais. Alors moi j'ai Parce que une parfois, question. comme Oui, dis-moi. vous disiez tout à l'heure, il y a des chasseurs qui préfèrent piquer plutôt que d'avoir un chien handicapé ou d'avoir trop de frais. Ah, il y a même des En fait, chasseurs qui dans ces abattent cas-là, leurs c'est chiens à la plus important. carabine dans le jardin, hein. Ça, on l'a vu aussi, hein. Mais bon, ça Non, ça c'est... Si, si. déjà arrivé. Enfin, peut-être que oui, mais enfin, Ça moi, arrive, c'est ça, déjà arrivé. c'est vraiment les chasseurs, on va dire, du Moyen Âge. C'est des gens qui ne devraient déjà Chez plus nous, tirer vu leur âge. oui, ben dans la présidence, chez nous, c'est déjà arrivé qu'un chien qui a été blessé a engendré peut-être 2000 € de frais de vétérinaire. Donc forcément, Ah oui, mais le ça, chien j'en est doute pas. aussi Mais tiens, c'est aussi ça, si je peux avoir votre avis là-dessus, c'est intéressant. Il y a un maître qui, justement, adorait son chien, et il l'adore toujours. Et ce chien, poursuivant un gibier, est tombé dans une sorte de ravin, et il y a eu un dommage sévère à la colonne vertébrale. Et effectivement, c'était que ben, la famille de ce chien, qui considérait ce chien comme un chien de famille, a tout fait l'opération. Enfin, c'était des frais colossaux pris en charge par le garde-chasse. Mais les frais étaient colossaux et ils venaient au chevet du chien tous les jours. Enfin, c'était vraiment, c'était beau. Et par contre, ce qui l'a étonné, c'est que ce chien chasse encore, malgré les conseils du vétérinaire et malgré que l'affection que leur portait leur maître était réelle, parce qu'ils étaient vraiment à son chevet et l'épouse, les enfants, enfin c'était vraiment... On voyait bien que c'était pas le rentier qui venait voir si sa bête était utile, c'était vraiment de l'attachement. Et ce qui l'a surpris, c'est qu'elle a dit mais moi je vous ai interdit de le faire chasser et vous continuez à le faire chasser alors or qu'il est beaucoup trop fragile pour chasser. Quelle est votre opinion sur un cas pareil? Je crois que ça dépend à quel point le chien peut être peut-être faible, fragile. Maintenant, si c'est pendant un an qu'il peut pas chasser, c'est déjà arrivé sur des blessures que le chien ne chasse pas pendant un an. Par exemple, même pas au sanglier, au petit gibier, au faisan, des trucs comme ça, c'est déjà arrivé que un chien se fasse une entorse. Au Mhm, genou, c'est aussi des frais colossaux pour soigner un chien d'une entorse. C'est pas comme nous, les humains. bien sûr. Ben, il doit juste pour un an, il ne chasse pas un an, puis il rechasse l'année suivante. Maintenant, dans les amputations, moi je connais 3 chiens qui chassent au sanglier toujours sur 4 pattes. Il chasse très bien. Quand vous le voyez courir, vous avez même pas l'impression qu'il lui manque une patte tellement il court vite après les animaux. D'accord. Maintenant, il faut voir au niveau colonne vertébrale, c'est autre chose encore quand même. D'accord. Maintenant, le chien, même s'il est handicapé, il aura toujours l'amour, il aura toujours l'amour d'aller à la chasse et tout ça avec son maître. Mais moi, maintenant, Maintenant, moi, ce que j'aimerais vous entendre dire, sauf si vous ne le pensez pas, alors ne le dites pas pour le dire, mais
c'est que, parce que c'est ce que vous m'avez dit, mais je veux vraiment que les gens le comprennent, c'est que vos chiens sont, enfin, ce sont vos chiens et que vous chassez avec eux, mais que si à un moment donné votre chien ne peut plus chasser pour sa santé, sa vie, parce qu'il est à mi-éventré, parce qu'il est amputé, etc., vous le gardez en mode pépère maison et ça reste votre chien et vous ne le remplacez pas ni ne le vous en débarrassez pas. C'est juste vraiment la faute à pas de chance, mais ça reste votre chien. Oui, bien sûr, oui, moi, si il est handicapé, enfin, si, comme je disais, avec trois pattes, il peut encore chasser, il chassera. Maintenant, le cas le plus courant, quand même, et heureusement, dans les chiens de moi et de la plupart de mes amis, le chien vient parfois chasser 1 heure, puis il est trop vieux, donc trop fatigué, donc il ne chasse plus. Et il termine sa belle vie dans le canapé devant le feu de bois près de la télé, quoi. D'accord. Alors, je vais encore vous poser deux, trois questions, si vous me le permettez, concernant justement les mauvais aspects. Je suppose que vous savez qui est Willy Schran. Oui, oui. Alors, lui donne une très mauvaise image de la chasse en général aux gens. Et même auprès justement des quelques chasseurs que j'ai eu et des vétérinaires. Quand un monsieur comme Willy Schran nous justifie qu'en fait il aime la chasse avant tout pour le plaisir de tuer, qu'est-ce que vous pensez de cette citation-là? Bah, disons qu'il y a toujours le plaisir de tuer ou la fierté d'avoir réussi à traquer et tuer un animal. Bon, Mhm. après, avant tout, enfin, moi j'ai commencé la chasse au niveau des dégâts forestiers parce que je travaille dans les bois. Je suis Ouais. forestier, enfin, un peu jardinier. Maintenant, oui, il y en a qui s'est tué pour tuer et puis voilà. Après, c'est le plaisir aussi de manger de la viande en circuit court, Ça oui, mais voir le tout chien ça on est courir. d'accord. Hein. Ça c'est une valeur éthique en plus que moi je comprends très bien. C'est vous préférez prélever de la viande et vous trouvez ça moins cruel et je le trouve aussi que quand vous voyez la vie de souffrance d'un porcelet jusqu'à son abattage. Donc ça je suis tout à fait d'accord. Mais vraiment cette phrase choc Oui, qui est peut-être de la provoque de cet homme-là, mais de dire son plaisir c'est vraiment de servir comme lui donc d'égorger le cerf donc vraiment la mise à mort de l'animal donc c'est quasiment pas tout ce qui va avec même s'il dit que tout ce qui va avec lui plaît mais ce qu'il aime c'est oui. tuer. Ça, c'est une phrase, je ne vous le cache pas, qui est assez, assez forte et que beaucoup de gens trouvent ça un peu sauvage. Bah, je pense qu'il l'a fait exprès de dire cette phrase-là, c'est être sauvage. Comme je dis, quand on prélève un animal, on a toujours la satisfaction de l'avoir fait et d'accepter le fait qu'on tue pour manger aussi. D'accord, mais je veux dire, vous, Je votre pense que meilleur c'est un truc qui moment, se ce n'est fait. pas d'aller l'achever à la dague, vous n'en tirez pas une jouissance particulière de devoir tuer l'animal. C'est tout un rituel, la Bah non, chasse. mais il y en a. Et le prélèvement, c'est la fin. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Mais donc vous dites qu'il y en Bah a quand après, même que leur plaisir, c'est quand même le sang. C'est de tuer l'animal. C'est de le oui. traquer, de le voir en détresse et de le tuer. Au niveau sécurité, ce qu'on dit beaucoup chez nous, ne pas tirer, c'est aussi une action de chasse. Donc l'action de chasse. Donc la définition de chasser, c'est Mhm. traquer et débusquer un animal dans le but de le tuer. Et nous, on dit ne pas tirer, c'est aussi une action de chasse parce qu'on voit le gibier passer, on voit l'animal passer, on voit les chiens encore travailler un petit peu derrière, revenir et la journée est terminée. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que ça se termine dans les chasses à courre. La chasse à courre, ils prélèvent un animal 1 fois sur 10 parce que 9 fois sur 10, l'animal a été plus malin et n'a pas été tué. Mais c'est des chasses auxquelles vous participez en France, les chasses à courre? Non, mais par contre, on peut vraiment dire que les chasses qu'on fait en battu avec les chiens, c'est presque la même chose. Donc vous épuisez l'animal jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et vous le Disons qu'il est servez. pas, il est- disons qu'il est pas épuisé, mais par exemple, comme vous disiez, enfin, comme je disais, quand un sanglier veut plus courir et qu'il veut se battre et qu'il ne passe pas la ligne des fusils, eh ben oui, là, on va le servir à la dague si vraiment il ne part pas. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive encore régulièrement. Et Ça vous arrive prenez même un certainement plaisir plus à faire régulièrement. ça, à le servir? C'est quelque chose qui... Est-ce que moi, ce que je voudrais savoir, c'est si ça fait partie du plaisir ou si ça, ben, c'est pas ce que vous préférez, mais c'est bon, faut bien le faire. À la base, on est là pour le chasser. Vous voyez ce que je veux dire comme différence Bah, ou il pas? faut, oui, oui, bah, il faut le faire et souvent, en fait, quand les chiens le coincent vraiment,
il y a parfois plus d'autre solution que de le servir à la dague. Mais ça, je suis Un d'accord. tirer, Hein. Moi, je remets pas du tout en question ça. Moi, la question que je pose, et c'est même peut-être même pas vous, mais ce que vous savez des chasseurs, est-ce que des gens trouvent un plaisir dans l'acte même d'égorger l'animal? oui, parce que disons que c'est pas, du coup, de nouveau, c'est la satisfaction de le faire. Donc, il y a des gens qui ont une La satisfaction chasse. de faire cela. Ok. Oui. Euh, mais ça fait partie de la chasse, bien entendu. Donc, vous me dites, mais alors, le problème que moi je vous pose, c'est que il est admis dans tous les pays européens, à ma connaissance, sauf la France, que la chasse à courre est excessivement primitive et barbare. Et vous, vous me dites qu'elle est comparable à la chasse qui se pratique. Alors, Oui. qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'on a une mauvaise image de la chasse à courre? Ou est-ce qu'en fait, la chasse à la battue est tout aussi barbare et c'est juste qu'on l'a pas interdite? Bah, c'est la même chose, oui, c'est vraiment la même chose pour moi. Sauf que dans la chasse à courre, vous n'avez pas de carabine. Et là, l'animal est vraiment traqué à l'épuisement. Mais ça arrive très rarement qu'il soit quand même attrapé. Comme je disais, c'est une fois sur 10, je pense, qu'ils réussissent à prélever un animal de cette façon-là. Après, vous me disiez juste avant que vous aviez parlé à un fauconnier et que vous étiez très content de voir le travail au niveau traditionnel, sauvage, on va dire, de peut-être voir l'oiseau travailler. Mais Là, je c'est trouve pas que la même c'est la même chose. chose. Là, si je peux, c'est pas vraiment la même chose qu'un lapin de Garenne quand il est attrapé par un faucon, c'est quelque chose qui dure 3 secondes. C'est pas un animal qui panique, qui court, qui est mordu par des chiens. Toutes les images que l'on voit, et parce qu'on les voit et elles existent, parce que par définition, si on les voit, c'est qu'elles existent. Maintenant qu'elles soient minoritaires, ça, j'en dis ce qu'on vient pas et je suis tout à fait prêt à l'admettre. Mais si on voit quelque chose, c'est que ça existe. Sinon, on ne le verrait pas. Des cerfs qui sont poussés jusque dans des étangs ou dans des lacs, je ne sais plus si c'est un étang, un lac, que les chasseurs se gaussent entre eux de le voir se noyer pour ensuite aller le servir quand il en peut plus, ou les cerfs qui se perdent dans les habitations complètement épuisées et que les chasseurs viennent quand même, alors que normalement ils devraient être graciés, essayer de le servir, etc. Ces images-là, ce sont les images qui donnent une mauvaise image de la Oui, oui, chasse. c'est des mauvaises images, ça oui, mais c'est un peu ça. En battu, ça arrive aussi, alors que ce n'est pas de la chasse à court, ça arrive aussi. Mais donc ça fait Au partie de niveau des... ça fait partie de la chasse. Donc en fait, il y a Ça fait vraiment, partie de la chasse. euh, alors on va dire ça bizarrement, mais moi je voudrais qu'on soit juste sur les mots, hein, parce que on parle en franchise. La chasse, alors, ça reste quand Oui. même quelque chose d'assez cruel envers l'animal Le but, chassé. c'est quand même, il faut aussi se dire, parce que beaucoup dans le sanglier, dans le cerf, il faut faire de la régulation parce qu'il n'y a plus les gros prédateurs. Les gros prédateurs font exactement la même chose que les chiens, c'est-à-dire qu'ils vont à l'épuisement et puis ils vont tuer l'animal et ils vont parfois pas le tuer de manière très rapide. À la chasse, on a quand même l'éthique de tuer le plus rapidement possible sans que l'animal souffre Ah là, je vous et donne de raison. mettre en Là, je vous donne vigueur. raison. Si grand prédateur il y avait, il ne, il ne serait pas plus tendre que le chasseur. Bien au contraire, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Mais C'est ça que je reprenais donc quand même, en c'est ça que fait, je reprenais l'idée du faucon en fait. oui, mais le faucon, ça va vite. En fait, c'est ça ce que moi je voulais faire la différence, c'est que le faucon, Oui. c'est pas une meute Chasser de du loups. chevreuil au faucon, c'est une grosse souffrance aussi. Oui, ça c'est vrai. Il Oui, m'en a c'est ça que parlé je aussi. reprenais. Je devais voir ça plus avec lui. Il m'a dit qu'il chassait le chevreuil. Ça doit être moins gai aussi. Mais, euh, mais donc c'est intéressant. Donc là, on est d'accord en fait. Donc vous me dites, c'est vrai que l'animal souffre, mais il y a un besoin de régulation. Et après tout, on ne le ferait pas souffrir plus qu'un prédateur. Mais là où moi j'aurais quand même un argument à vous rétorquer, et votre avis dessus m'intéresserait, euh, c'est pourquoi ne pas justement observer la nature et juste le voir et l'abattre pour ne pas engendrer chez Ça, c'est à lui tout ce l'affût. stress. Ça, du coup, c'est comme je disais, c'est à l'affût. Mais l'affût n'est pas toujours faisable par rapport au biotope. D'accord. Vous avez... En fait, il y a des biotopes, par exemple, dans des grandes forêts comme dans les Ardennes. Vous avez des grands arbres, des grands beaux arbres. Là, c'est tout à fait faisable. Parce que vous Mhm. savez bien voir loin, les animaux ne sont pas cachés dans des buissons. Souvent, c'est des ronciers qui sont très épineux. On sait presque pas y aller
où il faudrait presque encore des tronçonneuses et tout ça pour y aller, je veux dire. Ouais. Là, il faut du coup faire le travail du chien. Vous ne savez pas du tout le faire. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Je ne sais plus où vous pourriez les retrouver. Mhm. Des milieux ouverts où il y a du coup pas avoir peu de souffrance animale, de chasser que à l'affût, de réussir à faire tous les quotas. Donc on a les quotas de devoir tuer autant d'animaux, autant de sangliers, autant de cervidés imposés. Et ben, ils arrivent très bien à les faire, du coup sans souffrance. Mhm. À côté de ça, il y a des biotops où c'est impossible de le faire et qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais maintenant, par rapport justement à ça, donc ça je comprends, donc je suis d'accord avec vous. Maintenant, moi, ma question, moi, si je devais être chasseur, hein, ce qui, je n'ai pas Oui, ni l'expertise, honnêtement, je n'ai pas l'envie, mais ça, c'est chacun son truc. Euh, oui, Mon chien débusque un sanglier, le fait sortir et le met à portée de canon. Pourquoi ne pas abattre directement l'animal et attendre qu'il y ait cet épuisement? Pourquoi est-ce que les chasseurs ne visent pas et abattent tout de suite l'animal au lieu de laisser cette chasse, cette pourchasse qui met en danger les chiens, qui stresse l'animal sauvage, enfin, qui est assez cruelle, somme oui, toute, objectivement. oui. Disons que parfois, c'est pas aussi simple que ça, parce que quand on prend c'est par exemple au cervidé. Au cervidé, parce qu'au sanglier, vous pouvez traquer, par exemple, enfin, faire une chasse sur 20 hectares et avoir du résultat. Tandis qu'un cervidé, il faudra un territoire de peut-être 200 hectares, qui est quand Mhm. même énorme. Et Tout du à coup, fait. c'est à ce moment-là qu'il faudra les chiens pour vraiment courir beaucoup après, pour pouvoir le sortir et pour pouvoir le tirer aussi en toute sécurité, parce qu'on peut pas tirer n'importe où. Il peut y avoir des maisons, un chemin de fer, une prairie avec des vaches, il peut y avoir beaucoup de choses. Pas tirer Des, vers les autres chasseurs aussi. oui, des habitations C'est jouxtantes, etc. D'accord. Donc là, je crois qu'on a bien votre oui, point de vue, et ça, c'est gentil, mais comme je ne vais pas vous retenir toute votre matinée, je vais quand même vous poser les deux, trois dernières questions qui me tenaient à cœur. Donc, je vous ai parlé de Willy Schran. Donc là, vous me confirmez qu'effectivement, chez certains chasseurs, il y a le plaisir de mettre à mort, qui ne vous concerne pas, mais qui existe. Alors, oui, vous êtes plutôt donc, vous, pour la chasse à courre, si je comprends bien. Étant donné que pour vous, de toute façon, c'est kiff kiff bourricot, c'est aussi... allez, dire que la chasse à courre est cruelle et que l'autre ne l'est pas, c'est une hérésie. Ou alors, c'est si l'une ne l'est pas, l'autre ne l'est pas non plus. En gros, c'est ça, vu que c'est la même chose. Et oui, pour moi c'est ça. Oui. que pensez-vous de l'égrenage? Ou de l'agrénage, pardon, je prononce mal. Parce que ça, c'est quelque chose aussi que les gens se questionnent là-dessus. Alors, il y a l'explication qui est forcément le but de l'agrénage, et vous me corrigez si je me trompe, bien entendu. C'est, eh bien, voilà, écoutez, il y a des champs cultivables, les sangliers détruisent, nous pratiquons l'agrainage pour être certain que le sanglier reste en forêt, par exemple, pour ne pas aller détruire les cultures. Maintenant, on sait quand même bien que beaucoup d'agrainage est fait pour entretenir la population de sangliers. Quelle est votre opinion là-dessus? Parce que là, c'est le paradoxe. Si on régule, mais que d'un côté on les Oui, nourrit, c'est paradoxal. oui, du coup, en fait, là, c'est vraiment en Belgique, on ne peut plus agréner depuis je sais plus combien d'années. Enfin, D'accord. ça fait un moment qu'on ne peut plus le faire, on peut juste faire un agrénage dissuasif. Souvent, les sangliers vont faire les dégâts dans les maïs, Mhm. où ils peuvent parfois complètement ravager les petits maïs en une Mhm. nuit, Tout à fait. parce ils ont tout mangé. Donc, on ne peut pas nourrir au maïs, je pense que c'est le travail du garde. Moi, je ne suis pas garde, donc je ne suis Ça, pas c'est le travail du sûr à garde ce niveau-là. forestier On alors. peut pas Souvent, c'est les gardes forestiers qui le font, oui. Enfin, les D'accord. gardes de chasse, hein. Pas les forestiers, les chasses. Ah, les Qui gardes peuvent chasse. Les tuer. gardes chasse. Oui, oui, Oh, oui. oui, d'accord. Et du coup, en Belgique, on ne fait que l'agrénage dissuasif. Après, de nouveau, forcément, je pense qu'il y a des chasses où ils ne font pas du dissuasif, où ils agrènent pour dire d'avoir les sangliers qui se reproduisent bien chez eux. En France, vous pouvez nourrir autant que vous voulez, ça c'est vraiment une des dérives de la chasse, parce que d'un côté, ils vont mettre des tonnes et des tonnes de maïs pour avoir une population explosive de sangliers. Et après, ils vont encore se plaindre qu'il faut tirer beaucoup de sangliers qui font des dégâts dans les cultures à côté. Donc, en fait, moi, j'aurais envie de vous dire, ne pensez-vous pas que la pratique de la chasse française est un peu hypocrite par rapport à ses motivations avouées? Ne pensez-vous pas que les beaux C'est pas. discours justement de Willy Schran qui sont mais sans nous on ne régulerait pas, etc., etc., vu ce que vous me racontez, Oui. c'est faux.
Vu que eux entretiennent ça, et c'est surtout que nous arriverons au point suivant, qui est l'élevage d'animaux pour être relâchés. Du coup, attention que c'est pas comme ça partout en France non plus. Il y a des endroits où moi je sais qu'ils nourrissent beaucoup et pour avoir une belle population en cerf et en sanglier, alors qu'il y a des endroits où ils nourrissent pas du tout et ils ont des problèmes. Il y a même des endroits, c'est beaucoup dans les vignes, si je dis pas de bêtises. Mhm. Il y a même trop de chevreuils parce que les chevreuils mangent de la vigne, mangent des fruits, Ah mais tout ça. moi je ne ferai jamais de Ouais, généralité. Hein. Moi je suis tout à... Moi je ne vais pas... Je vais être vulgaire deux secondes parce que je vois pas comment vous dire autrement. oui, Je vais pas vous dire que tous les Français oui, chasseurs sont des connards. Mais par contre, est-ce que le lobby de la chasse française, parce que c'est du lobbying ça, n'entretient pas... C'est le lobby qui entretient tout ce qui est agrénage et élevage pour pouvoir continuer à chasser. C'est le lobby qui ment. C'est pas le chasseur. Il doit y avoir, et il y a des chasseurs qui prélèvent comme il se doit d'être fait. Mais en France, le oui, lobbying est peut-être plus agressif et moins honnête alors que la société de chasse en Belgique. Vu que vous me dites que ce sont des pratiques interdites euh, qui se pratiquent. Et ça, c'est les lobbies qui le mettent en place. Ou les propriétaires terriens. oui, C'est pas le chasseur de votre niveau oui. à vous qui va commencer à faire de l'agrénage sur tout un bois. Non, non, en fait, enfin, pour le niveau français, comme c'est autorisé, enfin, je vais pas trop m'avancer parce que je connais pas tous les pays Mhm. pour défendre. Mais comme c'est autorisé, ben, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et du coup, plus ils nourrissent que des animaux, plus c'est des chasses chères. Mais donc Donc c'est on est bien d'accord. Donc justifié. comme c'est autorisé, ça veut dire qu'il y a une pression au niveau du gouvernement par le lobby de la chasse qui en France est assez puissant pour que ce ne soit pas interdit. Au contraire de la Belgique. Donc ça c'est intéressant aussi. Et maintenant, Ça, je sais juste... pas comment répondre. Oui, mais ça, c'est... voilà, vous ne pouvez pas avoir réponse à tout. Hein, et c'est déjà bien que vous ayez réponse à pas mal des questions. Je me doute bien que vous n'avez pas la science infuse. Mais... Et quel est votre avis sur les élevages? On sait, L214 l'a montré, que la société Gibaud Vendée élève par exemple des Oui, perdrix et des faisans, de manière assez cruelle d'ailleurs, mais on sait aussi, parce qu'on a reçu de l'ASPAS, donc l'Association pour la protection des animaux sauvages, les chiffres suivants. On élève sur le territoire, donc pour la France et la Belgique, plus ou moins 5 millions de perdrix, 1 million de colverts, 40 000 lièvres, 100 000 lapins de Garenne, 15 000 cerfs, 22 000 daims, 7 000 chevreuils et 2 500 mouflons. Quelle est votre opinion sur le fait que ils sont élevés dans des conditions déplorables d'ailleurs, ça il faut insister parce que c'est surtout ça aussi le problème. Alors, et on élève aussi des sangliers en Belgique. Même si c'est interdit, ça se fait dans les propriétés des riches propriétaires terriens. Euh, oui, Qu'est-ce que vous pensez de ces pratiques? Pour deux raisons. Premièrement, est-ce que ça dénature la chasse parce que vous, votre but, c'est pas de tuer de l'animal, c'est de le réguler et que si les sangliers, il n'y avait plus de problème, vous arrêteriez? Ou est-ce que vraiment vous comprenez parce que, allez, si on pouvait plus chasser, ça vous embêterait très fort. Si on n'avait plus besoin de vous, ça vous embêterait très fort. Que pensez-vous aussi du fait que, à cause de ces élevages-là, notamment le cas le plus probant des sangliers élevés, eh bien, c'est dangereux parce que l'animal n'a plus peur ni de l'homme ni des chiens. oui. Du coup, là, il faut quand même bien différencier grands animaux et petits animaux. Mhm. Donc en France, on peut tout relâcher. En Belgique, on peut pas relâcher légalement, mais bon, ça se fait. Je pense que vous parlez à d'autres chasseurs, ils vous le diront aussi. C'est peut-être même les vétérinaires vous l'ont peut-être dit, ça se fait. Oui, ça se fait. C'est pour ça que On je vous peut demande lâcher les votre avis parce sangliers. que c'est interdit ici hein, d'élever du sanglier pour le Oui, chasser. Mais ça se oui. fait. Oui, ça se fait, oui. Mais pour moi, c'est complètement un non-sens. De nouveau, c'est les gros propriétaires et autres qui vont mettre la main au portefeuille, qui vont dépenser des sommes pour le faire, pour pouvoir inviter, montrer qu'ils ont un beau territoire, il y a beaucoup d'animaux, on peut beaucoup chasser, on peut beaucoup tuer, enfin, voilà. Mais pour le grand gibier, je trouve que c'est un non-sens parce que après, il faut encore payer les dégâts de culture, de forestiers et autres. Donc ça, Donc c'est en fait, vraiment, c'est c'est un carrément, non-sens. vu ce que moi vous m'expliquez de la chasse, se comporter ainsi, c'est presque de l'anti-chasse en fait. Parce que là c'est c'est prendre comme prétexte la régulation, mais juste pour le plaisir de tuer, comme les gens qui en Afrique élèvent des lions pour le plaisir de chasser le lion. Mais c'est simplement pour le plaisir. Ouais, Eux ne veulent plus rien c'est réguler, un- vu qu'ils entretiennent les problèmes. ouais, oui,
Oui, c'est vraiment la même chose, oui. D'accord. Et donc ça, vous le dénoncez, parce que vous pratiquez vraiment la chasse. En fait, la question un peu piège, qui n'est pas un piège, hein, mais qui est un peu, parce que moi, c'est la question qui, pour moi, quelle serait, si maintenant, justement, on réintroduisait les grands prédateurs, euh, et que vous ne seriez plus d'utilité publique. Ce qui est très loin d'être possible dans l'immédiat, vu que on a organisé la société et la nature de manière à ce que l'homme soit indispensable. Mais hypothétiquement, si cela arrivait et que vous ne devriez plus chasser, que vous ne seriez plus utile, est-ce que vous le comprendriez ou est-ce que vraiment ce serait un plaisir qu'on vous enlèverait et donc c'est utile mais c'est surtout une passion? C'est utile et c'est une passion, mais c'est quand même complètement utopique de penser qu'il y aura un jour plus besoin des chasseurs. Mhm, Même s'il y avait les grands prédateurs, il y aura toujours besoin. Il suffit de voir dans les pays de l'Est, ou même aux États-Unis ou autres, où ils continuent de chasser, où eux sont même encore plus que nous au niveau de la chasse. mhm, Moi, je suis un des rares chasseurs à être pro-loup, pro-ours, pro-lynx et autres. mhm. Mais je suis vraiment contre le fait que ces prédateurs, après, aillent s'attaquer dans les propriétés privées, à des chevaux, à des vaches, à des moutons et autres. Ça, pour moi, c'est un non-lieu. Ça devrait être comme dans les autres pays, de l'Est principalement. Si un prédateur s'attaque à des troupeaux, il faut le tirer tout de suite. Et vous ne Maintenant, pensez il pas pourrait y qu'il avoir serait des plus sanctions. judicieux de protéger les élevages avec des clôtures électriques ou des choses comme ça? Ben, vous savez, j'ai été en bergerie, justement, Justement, alors votre avis une m'intéresse agence d'autant plus. qui est bergère. Mhm. Les clôtures électriques fonctionnent pas spécialement et les chiens de protection fonctionnent pas spécialement non plus. Et quand le loup a compris un peu le manège, parfois il tue même les chiens de protection pour se nourrir. En fait, D'accord. le loup, il est comme tous les prédateurs, il est opportuniste. Il va pas s'embêter à courir après un cerf qui va l'épuiser et tout ça. Il préfère aller au centre commercial, on va dire l'élevage le plus proche et manger Oui, ça c'est vrai une qu'on sait que le clôture. loup est un animal assez Ça, malin et c'est que un autre, ça s'il pas trouve un de- point de nourriture, il va aller se servir. Ça, mais il y a le paradoxe aussi, hein, c'est la parce que on parle de préservation de la nature, mais le loup est un animal en danger, excessivement en danger. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux le piéger et le replacer alors que de le tuer? Disons qu'on n'en veut plus vraiment dans beaucoup d'endroits. Il y a eu que très très peu de cas de loups relâchés. Le loup n'est plus une espèce en voie d'extinction, c'est encore une espèce vulnérable. Normalement, l'Europe est en train de réfléchir justement à un plan loup, mais qui, à mon avis, ne sera pas fait demain la veille, comme on dit, où il y aura des territoires où le loup sera accepté et des territoires où le loup serait complètement refusé. Mais donc il y a quand même un paradoxe que moi je me permets de souligner. Maintenant vous me le justifiez et j'entends la justification, hein. Mais Oui, oui, oui. vous êtes pour l'introduction des prédateurs, mais vous n'êtes pas pour non plus. Parce que il est navrant mais logique, et ça a toujours été, et c'est pour ça d'ailleurs malheureusement, à mon sens, hein, et donc ça c'est chacun son opinion, hein, que les loups ont quasiment disparu, c'est parce qu'ils s'attaquaient aux élevages, et qu'on les a chassés trop. Euh, Il y avait ça et une question de maladie aussi, oui. Mais on les a cherchés trop, ils ont leur importance dans le biotope. Maintenant, il n'a pas sa place trop proche pardon, de l'homme. mhm. Quand vous entendez, par exemple, en Slovénie, vous avez un ours tous les 2 km² et que vous avez des attaques même sur des hommes, si vous mettez des loups et des ours dans le bois de la camp, je pense qu'il y aura beaucoup de joggeurs et de vététistes qui seront attaqués, ça sera pas trop sensation non plus. Oui, mais le bois de la Cambre, oui, mais c'est pas le bois de la Cambre, c'est un bois, c'est pas un bois sauvage, le bois de la Cambre. Mais mais par contre, voilà, là c'était Il le y a même des paradoxe sangliers, des chevreuils. que Il y a soulevait même le. des chevreuils, des sangliers à réguler dans ce genre de bois. Oui, mais là il y a quand même un paradoxe parce que en tant qu'éthologue, moi je vais quand même juste souligner un point. Il y a autant de chances qu'un loup ou un ours s'attaque à un homme qu'un sanglier. Ce sont pas des prédateurs de l'homme. C'est vrai. Donc en gros, Les sangliers attaquent le bois. oui, mais donc voilà, mais donc là vous entendez qu'il y a un paradoxe qui n'est pas logique dans ce sens-là. Parce que alors l'argument ça attaque les élevages, ça je suis d'accord avec vous. Le loup est un opportuniste et c'est un animal très intelligent. Et s'il sait qu'il y a une bergerie, il va pas se casser les nouilles à chercher autre chose. Donc ça c'est vrai. Par contre, à mon sens, l'argument de dire oui, mais on peut pas relâcher
un ours, mais on peut avoir des sangliers, ne tient pas, parce que pour les promeneurs, l'ours représente exactement le même danger que le sanglier. Ah oui. Donc ça, on est bien Du coup, d'accord. alors à ce moment-là, comment voudriez-vous faire? Comment Pardon? voudriez-vous faire autre à ce moment-là que de chasser? Comment voudriez-vous faire autrement à ce moment-là que de chasser? Ah, mais moi je remets pas en question la chasse. Hein. Si la chasse est nécessaire pour réguler, elle l'est. Hein. Ça, on était parti sur la réintroduction des grands Oui, prédateurs. Vous me dites que la oui, justification qu'on ne les réintroduise pas, c'est que ce serait dangereux pour l'homme. Or, là, nous venons de faire ensemble la démonstration que ce serait pas plus dangereux pour l'homme que les animaux à réguler. Et on ne chasse pas les sangliers parce qu'ils sont dangereux pour l'homme, ou alors je me trompe. On chasse les sangliers parce qu'une trop grande population de sangliers endommage le biotope. bah, il endommage l'agriculture de l'homme, tout Aussi, comme le loup mais il on n'a endommage jamais chassé un l'agriculture de sanglier l'homme. parce qu'on a peur pour notre vie quand on se promène dans la forêt de soigne. C'est pas pour ça qu'on chasse. On chasse pour réguler les Euh, populations. oui, mais s'ils font des dégâts, c'est en grande partie à cause de l'agriculture. D'accord, d'accord. Mais donc là, En fait, c'est là que là, je pense on s'entend mal et qu'on dévie un peu du truc. Euh, Là, oui, quand vous me parlez des prédateurs, les prédateurs, vous me dites si on relâche un ours dans le bois de la... Bon, ça, évidemment, il y aurait du dégât parce que le bois de la cambre n'est pas du tout adapté à relâcher un ours. Hein, mais si on relâche oui, un ours, ben même, je vais même vous dire, si on relâche un ours dans le bois de Lozelle, oui, même un couple, enfin, ce sont des animaux solitaires, enfin, peu importe, je crois que j'aurais moins de chance dans ma vie de croiser l'ours que je ne croise d'autres animaux. L'ours ne viendrait jamais au contact. Moi, j'ai été, pour ma chance, oui, dans les Carpates assez souvent. Les Carpates sont excessivement peuplées d'ours. J'en ai jamais vu d'ours. oui. Donc, cet Moi, j'ai passé argument-là... beaucoup en Slovénie, en Croatie, mais j'en ai pas vu non plus. Mais donc voilà, donc cet argument-là, vous êtes d'accord qu'il ne tient pas, par contre. De dire, par contre, que ça peut endommager les Ah, bergeries, oui, pour le loup, mais que ce serait un danger pour l'homme de réintroduire les prédateurs, ça pas vraiment. Ça, c'est pas la raison qui fait qu'on n'en veut pas. Parce que ce n'est pas vrai. dans les 30, dans les 30 ours qui ont été réintroduits dans les Pyrénées, ils ont dû en abattre un parce qu'il attaquait pas les moutons, le berger. Il y a 2 fois le berger a dû se réfugier dans sa bergerie. D'accord, donc ça c'est un cas que je ne connais pas et que donc j'irai. Mais dans les Pyrénées, vous me dites. Mais ça c'est oui Ouais, d'accord. ouais. Mais alors là, même là, je vais vous dire, je suis d'accord, c'est arrivé, mais il n'est jamais arrivé. Et tiens, j'ai oublié le nom de la sanglier femelle. C'est pas là, non. Rappelez-moi un petit peu le nom, si vous voulez bien, de la sanglier femelle. Une lait, non. Une lait, oui, Si, une lait. c'est une lait. Ça n'est jamais arrivé qu'une lait attaque un homme, mais pas un chasseur, un promeneur, pour défendre ses marcassins. Oui, oui, ça arrivait, ça arrivait. Déjà encore ici, hier je vous ai pas appelé parce que j'étais dans une chasse à Jamioul. Et Oui. il y a 2 laits qui attaquaient les joggeurs et les passants et c'est le forestier qui nous a obligés à les tuer. Donc ça arrive aussi, donc c'est pas propre à l'ours. Donc voilà. Donc ce sont des choses qui arrivent avec tout animal sauvage. Mais maintenant, tiens, c'est intéressant ça. Donc quand vous avez une lait, donc qui dit lait, elle protégeait des petits, je suppose. Ou Oui, c'est... maintenant parfois c'est agressif juste parce que c'est de caractère. Un animal n'est pas l'autre. D'accord, donc Chaque là animal c'était deux laits est abattus, mais il n'y avait comportement. pas de marcassin. On a juste abattu deux laits méchantes. Il y avait des jeunes avec, mais des jeunes qui étaient déjà presque adultes, on va dire. Et donc on les a abattus avec aussi. Oui, il y en a deux qu'on n'a pas eu et qui risquent de devenir agressifs aussi. Et pourquoi Ils risque-t-il prennent de le redevenir caractère agressif par la génétique, vous voulez dire? C'est un peu la génétique, oui. En fait, les animaux ont peur de nous parce qu'on les traque et qu'on les chasse, mais si on ne fait rien, ils prennent confiance en eux de plus en plus et au final, ils finissent par attaquer. Oui, c'est quand l'animal se C'est rend un peu compte ça que vous n'êtes qui a... qu'on n'est pas plus que des grands singes avec un bâton à feu, ils comprennent qu'un coup de boule et on est parti. C'est effectivement, Ouais. c'est C'est un effectivement peu ça. le problème avec le loup, d'ailleurs, pour revenir encore sur Oui, le dites-moi. loup comme il sait qu'il n'a rien par rapport du berger, il ne craint absolument rien du berger parce que le berger, il y a des régions où ils peuvent tirer dessus, il y a des régions dans les réserves naturelles où là on ne peut pas du tout tuer les loups. Enfin, c'est normal aussi parce que voilà, c'est une réserve naturelle. Enfin, selon moi, pardon. Mhm. Mais du coup, mon ami qui est berger, le loup, il vient tuer des moutons à 10 mètres d'elle.
Mais comment se fait-il que Donc votre il s'en ami... fout parce qu'il sait très bien qu'il risque absolument rien. Et vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir... Parce que votre ami, je vais pas mettre en cause votre ami parce qu'elle a peut-être pas les moyens et c'est, à mon sens, pas elle de le faire. Vous ne pensez pas que le gouvernement, l'État... on met tellement d'argent, justement, vous me dites, dans les gardes-chasse pour les terrains, etc., même si c'est privatif, hein, vous pensez pas que ce serait un devoir même public de protéger, d'installer ce qui est nécessaire pour protéger la bergerie de votre ami? Parce que à l'argument les clôtures électriques, vous me dites en général elles fonctionnent pas, mais bon, mais si elles fonctionnaient, ça fonctionnerait. Ils ont des subsides, ils les installent et autres, mais voilà, si un loup il a très faim, la décharge électrique, il s'est passé au-dessus. C'est pas des décharges qui vont tuer, parce que sinon ça tuerait aussi les moutons, les chiens Et est-ce que le prélèvement que fait le loup est considérable? Ou est-ce qu'il est de l'ordre d'un animal par mois, un animal par semaine, un animal bimensuellement? Vous avez une idée de ça? c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Je sais qu'en France, l'année passée, il y avait 500 loups de compter, Mhm. sans ceux, 580 je pense, sans compter qu'ils en ont tué légalement 100, parce qu'à mon avis, il y en a qui sont tués illégalement aussi. Mhm. Et il faut savoir qu'en France, c'est l'État qui paye pour une partie de l'installation des clôtures et les dégâts des loups. Et un loup coûte en moyenne à l'État français 60 000 euros. D'accord. D'accord. Et donc vous, alors là, ça justifie qu'il faut pas trop de loups, quoi. Comme je dis, il pourrait y en avoir à d'autres endroits. Maintenant, Est-ce que dès que vous ça avez commence à connaissance, pouvoir être est-ce que comme... le loup serait un prédateur du cerf et du sanglier? Oui, oui, bien sûr, oui. Alors là, je reviens à ce... Parce que ça, c'est la question que nous tous, on se pose. Donc c'est bon d'avoir des réponses de personnes qui connaissent. Parce que vous savez, il y a l'opinion publique et il y a l'opinion des gens qui savent de quoi ils parlent, hein. C'est toujours pareil, hein. Moi, j'ai ça en comportementalisme canin. Oui, Euh, Qu'est-ce qui fait que ce serait dangereux de réintroduire suffisamment de loups pour s'attaquer au gibier? Ou ours, ou oui, lynx, ou... simplement. Vous avez des sangliers comme vous êtes des sangliers, des chevreuils. Mhm. Est-ce que vous seriez à l'aise de savoir qu'il y a des loups et des ours dans Oui, ce moi, ça me genre poserait pas de d'écologie? problème. Je sais que les loups et les ours ne s'attaquent pas à l'homme. Moi, ça ne me poserait pas de problème. Bah, notamment s'ils s'attaquent à l'homme, c'est ça aussi que je pense que c'est un peu utopiste de Mais dire alors c'est que qu'il y a un problème. Alors moi, je veux bien vous croire, hein. Je dis pas que vous me mentez, hein. Je suis pas là. Voilà. Je sais que de base, ces ouais. animaux-là craignent l'homme. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être la réintroduction qui est mal faite. Peut-être qu'ils sont élevés par l'homme au départ et réintroduits. Ah, dans les loups français, il y a un problème parce qu'il y a du sang dans les 100 loups qui ont été tirés. Je pense qu'il y en a il y en avait une grosse partie qui a du sang de chien dans l'ADN. Ça pose déjà un problème aussi. D'accord, mais donc là, c'est un point, et c'est Maintenant, important, vous voyez, que vous soulignez ça, parce que moi, ce que je vous dis, et ce que je vous signe, et je peux mettre oui, mes diplômes en jeu avec ça, que le loup oui, sauvage et l'ours sauvage, oui, l'ours, c'est un peu différent pour la femelle, si jamais elle doit protéger ses petits, la louve aussi, mais c'est très rare, hein. Ils feront tout pour éviter l'homme. oui, oui. L'utopie que l'ours ou le loup va traquer l'homme dans la forêt, si ce sont de vrais animaux sauvages, est impossible. Parce que l'homme a toujours fait peur à ces animaux-là. Par contre, si vous me dites maintenant, oui, mais vous devez bien comprendre que les ours qu'on réintroduit, c'est des ours qui au départ ont été biberonnés par des hommes. Et que les loups également, et ils ont même du chien, etc. Donc ce serait ça alors le problème. C'est qu'on nous vend la réintroduction de grands prédateurs sauvages, or on réintroduit de grands prédateurs domestiqués. Les ours qui ont été relâchés dans les Pyrénées, dont je parlais d'une Mhm. attaque, c'est des ours qui ont été endormis dans les forêts de Bulgarie ou de Slovénie, je ne sais plus. Donc ils ont été les chercher en forêt et les ont réintroduits directement dans les Pyrénées. Donc ça n'a pas été des ours en contact de l'homme pour D'accord. Mais quoi donc que ce ces soit. ours-là, Comme elles je disais éviteraient par rapport le contact. il pourrait y avoir l'attaque du coup. Oui, mais alors, oui, mais Donc là, c'est est-ce pas que... des ours. Oui, mais alors je suis d'accord parce que alors on va partir du principe qu'il n'est pas impossible qu'un jour ça arrive, mais ce serait quand même vraiment pas de chance. On a autant de chances de se faire attaquer par un ours dans Ouais. le bois de Lozelle que de se faire mordre la jambe par un requin dans la mer Méditerranée. C'est de l'ordre du Oui. possible, mais c'est pas une généralité.
les cerfs, les sangliers vont pas spécialement rester sur le territoire d'un loup non plus, donc ça veut dire que le loup et l'ours vont devoir se déplacer beaucoup plus pour chercher à manger, donc Mais alors, allez, je vais vous provoquer volontairement, mais je le fais de bon enfant. Hein. J'espère que depuis le temps, maintenant, vous avez compris que je vous attaque pas. Hein. Mais là, vous vous donnez un contre-argument. oui, Parce que vous me dites, oui, si on met un loup sur un territoire ou un ours, le bétail va fuir. Enfin, le gibier va fuir, pardon. Mais alors, ils sont plus efficaces que vous. oui, mais de toute façon, alors les animaux vont aller ailleurs, ils vont faire des dégâts ailleurs. Mais sauf si on réintroduit assez de prédateurs. Là, je vais jusqu'au fond du raisonnement. Hein. Je me fais l'avocat du diable. Oui, Hein. oui, oui. Enfin, moi, selon moi, mais c'est peut-être plus une utopie. Mhm. Donc, les prédateurs et tout ça, comme je disais, je suis pour. Bien sûr. Mais je pense qu'il faudrait une distance respectable avec les habitations, les élevages et autres. Mais du coup, Ça, je les suis petits d'accord. animaux, enfin les autres gibiers, les cerfs et tout ça, vont profiter de cette opportunité de savoir qu'il n'y a pas de ces prédateurs à tel endroit et vont se développer à cet endroit. Et du coup, à cet endroit, comme il n'y a pas de prédateurs ou très peu, eh ben, il faudra intervenir avec des chasseurs. D'accord. C'est mon opinion. C'est mon Oui, mais opinion. vous avez raison de la donner. Moi, ce que je vous donne, c'est la mienne aussi. Hein. Je ne suis pas l'homme qui savait tout. Hein. Je ne suis pas on s'échange une opinion. Mais donc, pour le sanglier, par exemple, le loup serait une solution. Et moi, j'ai une question, mais ça, c'est vraiment une question que moi, je me pose. Parce que le sanglier, pour en avoir côtoyé, je vois très bien en quoi ça peut représenter, malheureusement, un nuisible. Par contre, le cerf, je comprends pas. Que détruit le Il y a des cerf? dégâts aux plantations. Bah, ils vont aussi dans les cultures, mais très peu, mais ils font des dégâts forestiers aux jeunes arbres en général. Et donc, eux, vous régulez juste pour éviter. Quand on parle de réguler, c'est vraiment juste éviter la surpopulation. Oui, oui. En fait, ça, il faut. Enfin, c'est pour la Belgique, ça, je parle, pas pour la Oui, oui. France. Dites-moi. Donc, c'est encore relativement différent. Mhm. Comme on nourrissait beaucoup à une époque en Belgique, la population de cerfs a aussi A fortement explosé. profité de ça et augmenté. Du coup, les forêts ont vraiment perdu énormément au niveau du biotope parce qu'ils mangeaient beaucoup trop de jeunes arbres, par exemple. Donc D'accord. là, on a dû faire d'immenses quotas pour vraiment diminuer les populations de cerfs. Quand on a arrêté de nourrir en Belgique, les populations de gibier, sangliers et cerfs ont commencé à se répartir un peu plus dans la Belgique. Même en frontière française, ils ont presque tous été en France parce qu'ils savaient qu'il y avait encore à manger en France et pas en Belgique. Mhm. Et du coup, on a fait les quotas pour vraiment diminuer les dégâts au niveau des forêts. Et Mhm. maintenant, on retrouve un certain équilibre. Et il y a des parties de la Belgique où les DNF acceptent que il y ait certains cerfs de populations de cerfs qui s'installent dans des bois où il n'y en avait pas il y a quelques années. Et la pratique de la chasse elle-même n'a pas abîmé la nature quand avait racheté justement de grands terrains forestiers et les avait entre guillemets aménagés pour y mettre du sanglier et que oui, on replante à chaque fois les arbres derrière, mais que en grande partie à cause de la chasse, on n'a plus aucune forêt naturelle. Il y a juste en Pologne encore et dans les Carpates où il reste de vraies forêts, mais que les forêts ont été travaillées pour justement pouvoir y circuler un petit peu beaucoup trop. Euh, mais la Belgique, c'est un petit territoire. On est aussi un des pays les plus rentables au niveau sylviculture. Donc on Mhm, coupe, on plante pour avoir du rendement. mhm, mhm, C'est pas toujours fait pour du gibier, mais c'est souvent les épiciacs ont été beaucoup subventionnés par la région wallonne pour mhm. faire des ventes et créer de l'emploi et autres, par exemple. D'accord, Mais ça, les sangliers, ils adorent dormir dedans, par exemple. d'accord. Maintenant, si vous voulez beaucoup de sangliers, il faut planter du chêne, des châtaigniers et tout ça, parce que eux, ça va leur fournir de la nourriture à l'automne et ils vont être là pour la chasse. Mais donc vous Mais maintenant, ça, pour moi, ça ne fait pas de mal. vous me À ce niveau-là, confirmez ça ne fait pas de mal. que le sanglier est un danger pour notre biotope. Il est nécessaire de le réguler parce que Oui, oui, effectivement c'est un animal qui se reproduit beaucoup, un peu comme le cochon. Enfin, c'est la même famille, enfin peu importe, mais oui. voilà. Mais donc, ce que vous m'avez quand même dit, enfin pas implicitement, vous me l'avez dit clairement. En fait, le problème avec la réintroduction des prédateurs, c'est que
ils auraient tendance à aller se mêler des affaires des hommes. On va dire ça comme ça. Ça fait un peu livre de la jungle, mais on va dire ça comme ça. Voilà. Mais par contre, si on arrive à faire en sorte de réintroduire de manière responsable les prédateurs sur nos territoires en protégeant les cultures humaines, il serait plus efficace pour réguler les populations que les chasseurs. Pour le sanglier, notamment. Dans les grands bois, oui. Maintenant, comme on le disait, il y a des endroits où le prédateur enfin, il pourrait venir et s'attaquer à l'homme ou s'attaquer beaucoup plus aux élevages et du coup, il va pas trop se fatiguer à chasser parce qu'il y aura les élevages justement. Mais là, vous parlez donc d'encore des loups qui ont du sang de chien, parce que le loup ne s'attaque pas à l'homme. Ou avec la même proportion que le requin, quoi. C'est très rare. Oui, après il faut bien se dire, comme je l'expliquais par rapport à l'élevage, comme on ne chasse plus trop les loups, eux le savent et du coup n'ont plus peur de l'homme à cause de ça. Et ça, je sais pas prouver ou dire si c'est par rapport au fait qu'ils soient croisés avec du chien ou autre. Ça, c'est vraiment dur à bien prouver et à démontrer. Oui. Donc eux n'auraient... Comme je dis, dans les 100 loups qui ont été chassés en France, c'est ceux qui faisaient des dégâts aux élevages principalement. Mais pas aux bergers, mais aux élevages. Aux élevages, oui. Mais du coup, ils avaient plus peur vraiment du berger, de l'homme en général. Et ils étaient tirés vraiment un tir très proche pour la plupart, parce que c'est comme vous le disiez, un animal... oui, mais alors là, moi, je vais me permettre, si vous me permettez juste... allez-y, terminez votre propos. Je vous excuse, je vous ai interrompu parce que je voulais répondre à la volée. Je disais justement qu'avec du coup 40% de ces loups qui avaient été tués, qui étaient des purs loups, et pas des loups croisés avec des chiens. Oui, mais là, ce que vous me dites, si vous me dites, Vincent, si je vous comprends mal, ils s'attaquaient aux élevages, et ils n'avaient pas peur du berger, mais ils ne se sont jamais attaqués aux bergers. Non, parce qu'ils étaient sur les moutons. Ça, oui. Ça, j'ai pas dit qu'ils s'attaquaient. D'accord. Mais là, il faut bien que ce soit clair aussi pour les gens de comprendre. Donc, mon point qui est de vous dire que le loup n'est pas un animal qui attaque l'homme. Il n'est pas dangereux pour l'homme. Il est peut-être dangereux pour la culture et même, ce qui me désole aussi, pour les chiens qu'on met en pastorat pour protéger les ovidés. Mais donc là, on est bien d'accord. Le loup ne sera jamais... Sauf cas super rare qui peut arriver parce que ce sont des prédateurs, mais ce n'est pas l'homme directement en tant que, on va dire, animal qui est menacé par la réintroduction des loups. C'est ces élevages. Et là, quand vous me dites qu'il y avait des cas d'attaque, vous parlez des cas d'attaque d'élevage, des cas d'attaque de bergerie, mais pas d'attaque d'homme. Aucun homme n'a jamais été blessé par un loup réintroduit. Il n'y a pas vraiment de loups qui ont été réintroduits, ils ont juste recolonisé. Oui, ils sont revenus, mais ils se sont auto-réintroduits, mais donc ils ont été réintroduits par eux-mêmes. Ils sont revenus, quoi, on va dire, de leur retour. On revient toujours à ses origines, comme on dit. C'est ça. La nature reprend toujours le dessus. Mais donc, vous confirmez bien qu'à votre connaissance, il n'y a pas de cas de loup qui a attaqué un berger. Par contre, qu'il n'ait plus peur du berger de loin parce qu'il sait qu'il va rien lui faire, ça c'est autre chose. Mais il ne l'a jamais attaqué. C'est pas pour ça qu'on a abattu ces loups-là. Non. Attention qu'en France, c'est pas arrivé, mais dans les pays de l'Est, c'est des choses qui arrivent presque tous les ans, je pense. Que des loups attaquent... Mais c'est très peu, du coup. Parce que si vous prenez la population de loups par rapport à la population d'hommes, il y a des attaques de loups. Mais ces pays-là, par contre, ils sont quand même beaucoup moins tolérants que nous par rapport aux prédateurs. S'ils voient un prédateur pas loin des maisons, ils le tirent et puis c'est tout. Et c'est légal. Oui, mais là, il faut pas rentrer dans le... En Suisse, on peut manger du chien et du chat, c'est légal. Il faut... chez moi, en Espagne, on peut encore faire des trucs assez barbares aussi. On concentre en nous déjà, on a déjà assez de travail chez nous. On va pas changer le monde en 2 claquements de doigts. Oui, bien sûr, oui. Mais d'accord, mais c'est... Pardon ? Je dis, et on pourrait parler toute la journée encore. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est intéressant d'avoir votre point de vue parce que, en fait, moi, si je résume maintenant ce que moi j'ai retenu de notre entretien. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, parce que moi, je suis pas un passionné de la chasse, donc je vais pas vous mentir. Ce qui m'a intéressé, c'est d'être rassuré de savoir que il y avait quand même des bonnes personnes qui prenaient soin de leur meute et qui ne les voyaient pas comme de la bête à...
enfin de la bête à sacrifier. Et donc ça, c'est quand même moi ma préoccupation principale en tant que comportementaliste canin. Après, par rapport à la chasse, vous dénoncez également eh bien, les élevages relâchés pour faire joli et montrer un beau terrain, parce que ça va à l'encontre même de l'essence de la chasse, qui est de réguler les populations. Et donc vous admettez, vous êtes d'accord de dire, mais non, je comprends pas pourquoi ils font ça, c'est un non-sens, on fait ça pour réguler et ils nous en remettent une fournée après, on régule rien, et donc il y aura, voilà. Parce que ce que les gens craignent aussi, c'est qu'il se passe un petit peu ce qui se passe avec, vu que vous parliez des pays de l'Est, avec les chiens errants en Roumanie. Et c'est un peu comme ça que les gens voient la chasse. Quand Ceausescu a mis les chiens dehors des immeubles en Roumanie, il y a eu énormément de chiens errants qui ont fait un marronnage, qui sont redevenus un peu sauvages, blablabla. Et jusque il y a quelques années, on a commencé à demander à des sociétés, donc à des sortes de chasseurs, mais c'est pas des chasseurs, ils ont de très loin pas votre éthique. Là, par contre, je vous compare même pas à ça, parce que ce sont pas des gens bien, et aucun de ces gens-là, pour abattre ces chiens. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est que, vu que c'est un pays pauvre, eh bien, ils récoltent les chiens et les tuent déjà de manière atroce, mais ils les récoltent, mais d'un autre côté, ils en élèvent pour les relâcher dans les rues, pour être certains que ça ne s'arrête jamais, parce que sinon, ces gens-là perdraient leur emploi. Et les élevages de chasse donnent cette image-là de vous en tant que communauté, à l'opinion publique. Parce que vous dites réguler, mais d'un autre côté, vous peuplez. Et donc, c'est là le paradoxe. Oui. Après, alors je vais un peu rebondir parce qu'on n'a pas parlé du petit gibier. Ah, dites-moi, rebondissez. Tout ce qui est faisan, perdrix, lapin. Les lièvres, les lapins, on ne peut pas relâcher en Belgique non plus, je pense, sauf autorisation, parce que le lapin en voie de disparition à cause de la myxtomatose et du virus hémorragique. Du coup, là, parfois, il y a quand même aussi un peu d'abus au niveau des lâchers, parce que c'est de nouveau, on relâche énormément d'animaux. Pas loin vous êtes pas très loin, il y a Amaransa, par exemple, c'est aussi une très grosse chasse. Ils lâchent 10 000 faisans pour en tirer 500 par jour. Je trouve que c'est un peu débile. Mais ça, ce sont les élevages de la société Gibaud Vendée. Vous ne savez pas d'où viennent ces faisans? Je sais pas s'il y a des élevages en Belgique, mais ça, c'est autorisé en Belgique. Mais c'est possible que maintenant, il y en a qui viennent... Mais là, quel est votre point de vue? Parce que vous me parlez de ce gibier-là, c'est intéressant, parce que justement, on était avec L214, donc on travaille et on sait. Vous avez vu ces images d'élevage de perdrix et de faisans? Oui, oui. De nouveau, ils mettent les images en avant d'un très mauvais élevage. Mais c'est le plus grand fournisseur d'Europe, donc c'est pas un petit minoritaire dans son coin complètement fou. Oui. Donc Gibaud Vendée, ça veut dire quand même que c'est le plus gros fournisseur de faisans et de perdrix, et ils sont élevés comme ça. Donc il faut il faut le dénoncer, Gibaud Vendée, il faut pas minimiser ce qu'ils font. Non, ça, vraiment, il faut pas du tout. Donc vous êtes d'accord de dire que si vous saviez qu'ils étaient élevés dans ces conditions-là, vous seriez contre? Oui. Mais après, moi, je sais pas d'où ça vient, donc. Oui, ce genre d'élevage, pour moi, ça doit fermer tout simplement. Enfin, voilà. Mais c'est important. Des élevages qui sont nécessaires, mais qui sont petits et corrects et qui prennent soin aussi des animaux. C'est comme si vous prenez de L214, si vous montrez les élevages avec des vaches dans la boue, malades, maigres, avec des morts par terre. Le fermier à côté de chez moi, il a 300 taureaux. C'est des taureaux qui sont bichonnés, qui sont très très bien. Oui, mais le fermier à côté de chez vous ne doit certainement pas faire partie de la coopérative. Donc, le L214 s'attaque toujours en général aux gros trucs. Ils vont rarement chez le petit, même s'ils sont contre la consommation de viande, ils ne vont pas attaquer. Voilà, moi, je suis contre la chasse. Moi, je ne me suis pas caché de ça. Je trouve pas ça spécialement bien. Je préférerais introduire le prédateur, mais vous voyez bien que je vous traite pas tous d'immondes salopards. J'essaie de comprendre. Parce que je peux avoir tort. Et c'est pour ça aussi que c'est important de parler à des gens qui s'y connaissent. C'est comme pour tout. Il y a les chasseurs qui vous font honte,
Comme il y a dans le milieu des pro-animaux, il y a les véganes extrémistes qui nous font honte plus qu'autre chose aussi. Je pense que des idiots, il y en a dans les deux camps, hein, ça c'est pas la question. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais par contre, alors là, j'ai une autre dernière question pour vous, et après je vous laisse tranquille parce que vous m'avez déjà accordé beaucoup de temps et je vous suis infiniment reconnaissant. Et là, il n'y a pas une petite, il y a pas un petit paradoxe dans le fait que la perdrix et le faisan, vous êtes obligé de les élever parce qu'il n'y en a pas assez, et vous les tirez quand même. Donc donc vous ne régulez plus. Non, là, c'est pas du tout de la régulation, pardon, pour ces espèces-là. Ça, c'est de la chasse pour le J'étais en plaisir train de de faire chasser. de manger aussi de la viande qui est bonne, qui est rare, parce que c'est pas du tout la même chose que manger un poulet d'élevage ou un canard d'élevage, par exemple. Mhm, Ça a quand même beaucoup plus de goût, plus un truc de gourmet, on va dire, parce que c'est mhm. quand même Bah, c'est c'est du pas quelque gibier, chose qu'on quoi. peut trouver. Pardon? Ça fait partie du gibier, je suppose. Oui, c'est ça, oui, oui. Oui, donc ça fait partie des viandes nobles. Voilà, et de nouveau, il y a les deux extrêmes. Il y a les extrêmes où ils vont en lâcher 10 000, ils vont faire des tableaux de 500, ce qui est complètement un non-sens, une très mauvaise image de la chasse. D'ailleurs, Willy Schran en France a fait la même chose. Il a dit que ces tableaux étaient inadmissibles, d'ailleurs, je pense, il y a pas très très longtemps, que ça devait cesser. Et à côté de ça, vous avez les petites chasses qui vont en relâcher très très peu pour essayer de ravoir une population qui a disparu. Et elle n'a pas disparu à cause de la chasse, elle a disparu à cause de la disparition d'habitat, de l'agriculture intensive. Mais quelle est Des votre pesticides. stratégie en tant que chasseur, même si je suppose vous n'avez pas la réponse, parce que vous n'êtes pas le président de la chasse, hein. Donc je vous pose la question pour avoir votre avis. Hein. Je sais bien que vous n'avez peut-être pas la réponse. Hein. Mais moi, ce que je comprends pas dans cette logique-là, c'est pourquoi ne pas relâcher des faisans et des perdrix, leur foutre la paix un petit temps, histoire que se recrée la population. Et puis Ah, mais venir les chasser. ça se fait, hein, c'est justement ce que j'étais en train de dire. Ah oui, donc quand vous me dites Petite qu'ils font des lâchers, ils ne les abattent pas, ils les lâchent juste. Oui, bah, parfois ils en tuent, ou alors ils tuent par exemple pour le faisan, on sait faire la différence coq et poule, ils vont tirer que les coqs et laisser les poules tranquilles pour en avoir plus, encore. Si vous voulez prendre encore un exemple par rapport à la perdrix par exemple, Mhm, Genève ils ont interdit la chasse, mhm, sauf qu'en fait on chasse quand même, enfin ils l'ont interdit il y a plus de 40 ans maintenant, mhm. sauf que des gardes assermentés qui vont quand même tuer les cerfs, les sangliers, les chevreuils. Ils sont même déjà très contents qu'il y ait un loup. On verra bien ce que ça se passe au niveau des élevages. Je suis impatient de voir dans 10 ans ce que ça va donner. Mhm, Par contre, la perdrix a complètement disparu parce mhm. que les chasseurs entretiennent les haies, entretiennent le biotope, nourrissent et relâchent un petit peu pour dire de préserver la perdrix. Mais c'est le gros paradoxe de la chasse, hein. Ça si vous pouvez me permettre, en fait. Oui, oui. Mon avis à moi, c'est que moi je remettrais pas en question du tout le fait que vous êtes des passionnés de la nature. Euh, je pense juste que ce qui dérange les gens, c'est la cruauté envers les animaux chassés. C'est ça qui dérange l'opinion, hein, parce que on est conscient, enfin moi en tout cas je suis conscient que vous devez être les premiers jardiniers, agriculteurs et tout ce qu'il en est de... Enfin pas agriculteurs dans le sens près, mais ruraux, on va dire, de Belgique et de France. Que vous entretenez nos forêts, que vous entretenez... On le sait. Après, c'est la cruauté parfois qu'il y a face aux animaux, même souvent malheureusement, qui dérange l'opinion. C'est pas... Voilà. Donc en fait c'est ça le problème, c'est que les chasseurs sont très utiles, seulement la motivation à l'utilité de la chasse, ben, elle est pas chouette parce que pas toutes les chasses, mais il y a quand même beaucoup d'excès. Mais donc vous voyez qu'on est quand même on est un peu dans un truc indécrottable, un lien, comment on appelle ça en français, un problème insoluble. Parce que là en fait on expose quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que par l'expansion humaine, on est en train de dérégler le biotope, ce qui pousse Oui. le prédateur renard à s'attaquer à une autre population. Et après, on justifie l'abattage des renards parce que comme l'homme a tout déréglé, l'homme doit tuer le renard qui lui à la base n'a rien demandé. Oui. Et alors, on a aussi supprimé la vache qui tuait beaucoup de renards il y a longtemps. J'ai un vieux chasseur avec qui je vais à la chasse qui me dit toujours les renards avant, sur la commune de Genappe, il y avait un renard qui avait été tué dans les années 50. C'était passé dans le journal parce que c'était extrêmement rare. Et maintenant, ce chasseur, il en tue 50 par an. D'accord. Mais donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est paradoxal que, en fait, vous êtes un problème lié à la civilisation humaine, en fait.
C'est nous Oui, qui abîmons la c'est nature l'agriculture. et on vous demande à vous après de réguler. Mais si on n'avait pas, si on avait respecté de ne pas s'expandre de trop, on aurait préservé le biotope naturel. C'est un petit peu comme si maintenant à Bornéo, on va commencer à battre les orangs-outans parce qu'ils s'approchent des villes. Or, c'est à cause de la déforestation humaine que les orangs-outans fuient les forêts. En fait, on est face à ce Oui, oui, problème-là. oui. Bah, pour moi, l'homme fait partie de la nature, mais à partir du moment où il prend trop de place et il dérègle tout, il y a un gros problème au niveau équilibre dans la nature. Donc, vous avez des espèces animales comme le sanglier, le renard, les corneilles aussi qui vont en profiter au détriment d'autres espèces qui sont déjà très affaiblies parce qu'elles ont perdu leur habitat et qui vont être encore plus vulnérables par rapport à ces prédateurs. Mais donc, il faut bien que les gens comprennent que vous réglez des problèmes que nous avons créés. Bah, c'est notre agriculture qui nous nourrit tous, donc oui, c'est le problème de tout le monde, oui. Oui, maintenant, il y a un petit peu le... Quand on rachète un terrain, c'est pas spécialement pour nourrir les gens, mais ce sont les abus, en gros, de la... Voilà. En gros, c'est un lien inextricable parce que notre expansion fait que nous rendons ces animaux indésirables à nos yeux parce que nous détruisons leur biotope et que eux sont forcés Oui, de s'adapter à des biotopes qui ne sont pas le leur. oui. Et s'il y avait encore la rage, par exemple, je pense que la population de renards serait moindre. Maintenant, la rage, c'est quand même une maladie grave pour nous aussi, donc c'est quand même très avantageux pour nous et pour nos animaux domestiques, Oui, moi je quand suis il y a des content que chiens. mes chiens ne soient Que, pas en danger quand ils vont au bois de moi, personnellement. oui, Donc. de ne pas avoir la rage. Mais maintenant, du coup, la population de renards en profite de ça. Maintenant, les renards, ils ont une autre maladie maintenant, c'est la gale qui se transmet aussi aux animaux. Mhm, Et ces renards-là, ils n'ont plus aucun poil, ils sont maigres, ils sont malades, ils font vraiment de la peine. mhm. S'il y avait un autre prédateur, il se chargerait d'abréger ses souffrances. Ben maintenant, c'est souvent aux chasseurs Oui, mais donc si les loups étaient là, de- peut-être que ces renards-là, ils passeraient. Si à partir de demain, on interdisait, par exemple, ne fût-ce que la chasse à... Je crois qu'on vous appelez ça la chasse pas à rabat, à rabattage. Comment on appelle Oui, ça? oui, on va- Si on oui, interdisait ce type de la chasse, bulle, quelles parce seraient que, vos conséquences? enfin, moi, du coup, à ce niveau-là, je pourrais plus chasser avec les chiens. Oui, je veux dire donc ce serait Ça purement me ludique, ce serait une conséquence ludique, mais dans votre vie, à part le plaisir de chasser, ça n'impacterait quelque chose ou ça n'impacterait rien? Dans ma vie de tous les jours, non, parce que la saison de chasse, c'est quand même, bon, la chasse, ça fait quand même partie même si c'est que 3 4 mois, ça fait quand même partie du quotidien d'avoir les chiens, et, c'est plus simple. Enfin, du coup, les chiens, je les ai par plaisir 8 mois par an, donc, c'est pas rien non plus. Bien sûr. Non, Après, mais je les pense chiens, que ça j'ai bien change. compris que les chiens c'était vos chiens. Après, vous chassez avec, c'est parce que bah c'est un plaisir pour vous et c'est un plaisir pour eux. Mais les chiens, s'il y a Ouais, plus de chasse, ça reste vos chiens. Ça, j'ai bien compris. ouais, oui. Mais Ouais, donc en fait, maintenant, vous, c'est pas juste pour par exemple, comme certains chasseurs m'ont dit, écoute, moi quand j'ai un sanglier, j'ai X mois de bidoche quoi, et que je congèle et que voilà. Donc vous nourrissez pas spécialement de la chasse. Vous faites vos courses peu importe le oui, comme supermarché, tout, c'est quand même un travail de toujours, dépecer, enfin, de chasser, etc. de déguiser, Uhum, uhum, et uhum. autres. Et puis, j'ai pas envie enfin, je suis un gourmand aussi, donc je n'ai pas envie de manger que du sanglier, que du cerf, que du faisan, tout ça. Donc vous Maintenant, vraiment, comme vous c'est avez la saison, l'approche, c'est la chasse ludique. Elle est utile, tant mieux. Mais si demain elle vient à oui. disparaître, c'est pas la fin de votre vie non plus. Vous avez d'autres centres d'intérêt et de passion. Moi, je serais quand même triste de plus aller faire travailler les chiens, vu que j'ai commencé la chasse pour ça. Moi, c'est vraiment pour le travail du chien. Mhm. Maintenant, je ferai un autre travail de chien, je sais pas encore trop quoi. Le travail de chien de berger de mon ami dans les Alpes m'a beaucoup plu. Maintenant, c'est pas un truc qui se fait beaucoup en Belgique. Mhm. Bah, je suis content de vous avoir eu. J'aurais aimé, mais bon, je vais pas vous prendre plus de temps parce que personne n'avait su me répondre sur la chasse à la colle, voir si c'était permis ou pas ici. Euh, C'est interdit. voilà. Et mais Comme ça, ça, vous savez. c'est permis en France et vous trouvez que c'est bien ou que c'est bien que ce soit interdit ici? Ou Mais que... disons que ça a été mal interprété, c'est interdit, ça vient d'être interdit en France d'ailleurs, parce qu'en fait ils mettaient de la colle sur une branche pour avoir Des oiseaux des pour en gigots. attirer d'autres et les tirer. Oui, c'est ça. Donc Mhm. ça faisait pas spécialement de mal, en plus c'est une minorité dans la chasse en plus, ça fait pas tellement de mal.
Après, voilà, donc si les appelants sont aussi interdits en Belgique, Mhm, je pense qu'il y a parfois des petites dérives par rapport à ça, mais je mhm. vais rien dire parce que j'en suis pas plus sûr que ça. D'accord, bien sûr. Euh, euh, Après, voilà, donc c'est interdit, et puis voilà, mais comme ils disaient, après, eux reprochaient, par exemple, c'est les muletiers en France, ils reprochaient qu'on les interdise de coller deux, trois oiseaux parce qu'ils en prennent pas beaucoup, en fait, ils en prennent que deux, trois qui collent pour pouvoir en tirer plus par après, forcément. Mais qui reprochait par exemple à la Ligue protectrice des oiseaux de tuer des milliers d'oiseaux juste pour les maguer. Parce qu'ils mettent des D'accord. filets pendant les migrations, ils les attrapent dans les filets, mais il y en a qui meurent dans les filets plus qu'à la chasse. D'accord. Mais donc, À ce pour niveau-là, vous, pour conclure déjà, moi, je vais... ouais, euh, et la dernière question, moi, je voulais vous poser, c'est... euh, comment expliquer ça? Ça ne vous fait rien humainement, parce que de manière empathique, et ça c'est la question à l'eau de rose, hein, mais c'est parce que moi je sais que j'en serais incapable. D'abattre un animal, ça ne vous fait rien? si, bien sûr, oui, toujours. Enfin, le problème c'est qu'il y a peut-être eu une habitude à force. Le premier, on est un peu dans l'émotion et tout ça. On sait qu'on a tué, on le retient et tout ça. Après, à force de pratiquer, ça devient une habitude. C'est peut-être comme un éleveur qui prend soin de ses animaux. Pas reparler de ceux qui prennent pas soin de leurs animaux, qui Mhm. prennent soin de leurs animaux et qui après les tuent pour les manger. Enfin, ça fait toujours, c'est une question d'habitude, je pense. Après, on se confondre, pardon, un peu plus à la mort. On sait ce que c'est. On sait que c'est pas une chose anodine. On sait que tous les animaux sont uniques. Et puis voilà. D'accord. Donc c'est le paradoxe éternel des gens qui nous diront que, en fait, moi j'ai envie de vous dire que d'un côté je vous respecte beaucoup pour une belle raison, c'est que vous n'êtes pas dans une certaine hypocrisie, c'est-à-dire que au moins vous savez ce que c'est, avec toute la peine que ça endure, de consommer de la viande. Et on n'est pas dans Oui, ça c'est clair. l'hypocrisie du défenseur des animaux qui achète quand même une barquette de jambon mais il ne sait pas comment ça fait le jambon. Oui, c'est ça, oui. Donc moi, il y a un certain respect pour ça. Moi, la seule chose pour laquelle je lutte, c'est les dérives qui pour moi s'avèrent être de la cruauté. Et pour moi, je vous le dis, la chasse à courre, c'est cruel. Et si maintenant vous m'apprenez que l'autre c'est plus ou moins pareil, eh ben oui, je ne suis pas pour ce type de chasse-là, parce que c'est effectivement pour Oui, moi cruel aussi. Mais ça, voilà, c'est les opinions de chacun. Et c'est pas pour ça que si demain je vous vois dans la rue, je vais vous jeter une pierre à la tronche en vous crachant dessus. Mais je suis pas d'accord, quoi. Mais bon. oui. Enfin, on dit toujours la nature est belle et cruelle. Après, c'est à nous à la rendre moins cruelle quand on tue un animal. Comme je vous ai dit, il y a des chasses, des modes de chasse à l'affût où on peut ne pas chasser avec les chiens, qui n'est absolument pas cruel. Mais justement, Mais moi, la quand chasse à l'affût est la chasse qui c'est me interdit. dérange le moins, effectivement. Oui, et c'est celle qui se pratique certainement dans le bois de Moselle. Maintenant, il y a des biotopes qui ne s'y prêtent absolument pas et c'est impossible de faire les quotas comme les forestiers demandent Mais si ça aux s'y prête chasseurs pas, c'est parce que c'est des biotopes dans lesquels on peut pas se balader. C'est très difficile de s'y balader. Et donc les chiens doivent débusquer. Oui, c'est ça. Donc les chiens vont un peu plus dans les buissons où il faut courir un peu plus. C'est beaucoup Pour que plus l'animal complexe. sorte de l'endroit et que les... Mais alors du coup là, moi je vous donne mon avis à moi. C'est là qu'il sera intéressant de réintroduire des prédateurs et de plus laisser les chasseurs y aller. Oui. Après, ça dépend parce que vous pouvez avoir ce genre de biotope dans un bois de moins de 50 hectares. Donc là, vous savez pas mettre un loup dans un bois de 50 hectares. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est pas facile, hein. Trouver des solutions à tout ça Donc n'est là, pas facile, hein. c'est du cas par cas. Dans tous les Oui, c'est biotopes, ça. tous les endroits, c'est du cas par cas. Et comme je dis, il faut être le plus éthique possible, faire C'est en ça. sorte que l'animal souffre le moins possible. Le stress, ça existera toujours. Moi, je fais aussi du jogging, du VTT. Les chasseurs, ils vont toujours être contre ces gens-là, alors que on le sait très bien que les VTTistes et les joggeurs stressent énormément les animaux. Et même quand il n'y a pas de prédateurs, les grands cerfs, par exemple, ils sont extrêmement stressés et ils font des dégâts parce qu'ils sont stressés, ils sont frustrés
d'avoir été dérangé par un jogger ou un vététiste. Mais c'est Ça, pas pour moi, les chemins qui sont tracés dans les forêts et les bois ne sont pas prévus justement pour ne pas. Par exemple, dans le bois, il y a des parties qui sont clairement oui, interdites au public parce que pour ne pas stresser les animaux. mais les animaux vont partout. Bon, moi, j'en ai jamais vu. C'est question de chance peut-être. Vous avez peut-être vu un renard, le renard il va partout. Le chevreuil il va peut-être être plus attentif, mais moi sans aller à la chasse, des chevreuils, des lapins, des renards, des cerfs, des sangliers, on en voit même parfois sur les bords d'autoroute, donc ils vont vraiment partout. D'accord. Mais donc, en gros, vous me dites que le traçage fait par les gardes forestiers et tout ça sert à rien. Donc, même les joggeurs et les cyclistes paniquent les animaux autant que les chasseurs pour vous. Bon. Il y a du stress, après le jogger va pas aller tuer le cerf. Maintenant le cerf va par exemple être stressé au point qu'il va faire des dégâts, il va après il va être énervé, il va abîmer des arbres parce qu'il est énervé. Et c'est un comportement qui n'existe pas quand il y a des loups. C'est D'accord. paradoxal. Mais écoutez, c'est intéressant, ça c'est une piste qu'on ne m'avait jamais dite. Hein. C'est vrai que je sais qu'en Roumanie, il y a des cas où des joggeurs justement se font poursuivre par des ours parce qu'ils s'approchent trop près de où ils ne devraient. Mais c'est parce en général, c'est parce qu'ils quittent les chemins et que on va dire, on peut pas dire ça pour le jogging, mais ils font du hors piste quoi. Et que là, du coup, effectivement, c'est aussi l'intérêt aussi pour moi justement des prédateurs. Moi, j'ai vu ça beaucoup dans les Carpates. C'est que ça oblige les gens à respecter plus aussi la forêt. Parce que ils savent que s'ils vont n'importe où, faire n'importe quoi, camper n'importe comment, ben il n'y a pas que des cerfs. Il y a aussi des ours et des loups. Ouais. Et les gens sont plus respectueux de la nature et plus prudents. Donc pour moi, les Et prédateurs ne souvent, sont pas une mauvaise chose, mais bon, après ça, c'est chacun ses opinions. les sentiers ne font que traverser les forêts en général, donc les animaux ils vont partout, comme je vous dis, ils vont même sur les autoroutes et autres. Heureusement, il y a des endroits, il y a des ponts pour qu'ils puissent passer les autoroutes, sinon souvent ils sont fauchés, bien sûr. Mhm, mhm. Vous allez sur un sentier, vous pouvez voir n'importe quel animal. C'est le sentier qui traverse pas la forêt, Non, je c'est pas comprends bien, mais le je pense sentier. qu'en général, les animaux savent qu'il y a un passage. Je veux dire, le bois de dans les endroits autorisés, il y a toujours des promeneurs. Je pense que les animaux le savent. C'est pour ça qu'il Ouais, n'y en a ouais. pas. Ils font attention parce qu'il y a du bruit et tout ça, donc ils vont partir. Si vous allez très tôt, le bois de est fermé de nuit. Si vous allez très tôt le matin, avant qu'une famille avec ses enfants aille courir et faire du bruit, vous y allez discrètement marcher sur la pointe des pieds, je suis sûr que vous verrez des chevreuils. Eh ben, je vais faire l'expérience et j'irai sans mes chiens parce que ça fausserait le truc. Mais Oui, je vais faire parce que voilà. Maintenant, oui, voilà. Vous m'apprenez quelque chose. Moi, j'aurais peut-être pas fait la comparaison que ça stressait autant qu'un chasseur parce que je pense que. Mais bon, maintenant, je ne suis pas spécialisé dans les cervidés, donc si vous me dites que le cerf est très. Et tiens, est-ce que le cerf représente un danger pour vous ou pas? Parce que le sanglier, oui, ouais, par la force des choses, mais le cerf, oui, mais le cerf, il a ses bois pour défendre, tout comme le chevreuil, il a ses bois pour défendre. d'accord. Donc il y a des En... cervidés qui blessent les chiens aussi parfois. Oui, oui, ça arrive, oui. Et les chevreuils aussi. Mais ils sont quand même moins belliqueux que les sangliers en général. À moins qu'ils soient en rut, mais. Euh, c'est des animaux qui courent quand même beaucoup plus, mais le rut n'aide pas. Par exemple, moi, comme je vous disais, je suis travaillé dans les bois. Mhm. Quand j'empilais des tas de bois, je me suis déjà fait un peu agresser par un chevreuil. J'étais vraiment pas à l'aise parce qu'il s'avançait à moins de 5 mètres de moi avec ses bois en avant. Ouais. Ouais. Donc il y a. Oui. Moi, je pense, en vous parlant à vous, que la chasse devrait être réservée à vraiment quand on n'a pas le choix, parce que je suis conscient, et vous me donnez raison, et qu'il y a des moments où on a besoin de la chasse humaine, parce que c'est comme ça. Mais Oui, moi, ça me conforte quand même, et c'est mon opinion, hein, et vous êtes tout à fait libre de pas être d'accord, hein, que dans ouais, certains endroits, justement, il faudrait privilégier la réintroduction de prédateurs si l'endroit est assez grand euh, pour privilégier en fait la chasse à l'affût plus que l'autre chasse qui pour moi si vous me dites qu'elle est aussi cruelle parce que moi moi je démords pas de ça, la chasse à court pour moi c'est un ouais, truc du Moyen-Âge. ouais. Si l'autre chasse est aussi cruelle que celle-ci, c'est vrai que moi j'aurais tendance à vouloir que ça disparaisse également. Oui. Après, comme on disait,
disais, c'est une question de biotope et de faire les quotas. Hein. C'est les forestiers et les gardes qui nous imposent de faire le résultat. Si on peut le faire à l'affût, ben oui, il faut le faire à l'affût. Et voilà, peut-être qu'à des endroits, du coup, ça devrait disparaître, mais il y a des endroits où c'est impossible que ça disparaisse. D'accord. En tout cas, c'était Parce que, voilà. très enrichissant. Merci beaucoup. Je pense que ce genre d'initiative devrait être faite plus souvent, en fait. Parce qu'on s'intéresse trop, quand on s'intéresse à la chasse, on s'intéresse trop aux lobbyistes. Et ces gens-là ont des discours. Enfin, je sais pas quel intérêt ont ces gens-là à avoir des discours provocants. Parce que ça vous dessert tous, en fait. Ça vous fait tous passer pour Ouais, des ouais, gros poivrons bourrins. Et vous n'êtes pas comme ça. Moi, je suis en grosse partie en désaccord avec vous. Mais il est important que les gens se rendent compte que dialoguer est possible et que vous n'en êtes pas moins une personne sensée, raisonnable, et que vous n'êtes pas ouais, juste un fou avec un fusil. Et c'est cette image-là, je pense, à mon modeste niveau, qu'il faut essayer de réhabiliter auprès des gens. C'est que avant tout, ouais, le drame de votre vie, ce serait, et vous ferez tout, et j'espère que ça ne vous arrivera jamais, de tirer sans faire exprès quelqu'un par accident ou parce que voilà, en fait, les chasseurs ont obtenu une tellement mauvaise image qu'on a l'impression qu'on a des serial killers dans les bois. Et, ouais, et c'est pas une belle image. Et encore, par exemple, quand je demandais hier, et là on voit que c'est une croyance plus qu'une réalité, ça arrive, et ça je vous dirais que ça arrive sûrement à la même proportion que le loup qui attaque les hommes, des meutes de chiens de chasse qui s'en prennent à des chiens domestiques dans les jardins ou, ou de promeneurs. C'est des images qu'on a vues, mais ça c'est des images très minoritaires. On m'a dit ouais. en X années de carrière, ça ne m'est jamais arrivé que j'ai une victime canine de d'autres chiens de chasse. Donc, c'est bien de rétablir les Ça arrive. vérités hors de ce qu'on voit. Et c'est pour ça, même si vous, au sondage qu'on a lancé, vous ne voyez pas l'intérêt pourquoi on avait posé cette question, maintenant vous avez la réponse. C'était pour ce genre d'entretien que j'avais posé la question. Voilà. Ouais, ok. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je vous souhaite de rester éthique comme vous l'êtes au moment où nous nous sommes connus, c'est-à-dire aujourd'hui.